Bah, merci beaucoup Antoine d'être là, merci d'avoir accepté Merci. l'invitation. Merci. Je peux te dire qu'il y a du monde qui voulait qu'on te reçoive et depuis longtemps, j'avais des demandes, mais à n'en plus pouvoir, bien avant l'élection en plus. Bah, merci beaucoup, c'est sympa. Ça fait plaisir de voir que le travail qu'on fait à l'Assemblée nationale, puis peut-être au dehors aussi, parce que j'imagine que c'est beaucoup de gens aussi qui suivent peut-être ce que je fais sur Twitch ou sur les réseaux sociaux. TikTok. Donc merci à vous d'avoir demandé que je sois invité. Je pense que c'est ta TikTok fanbase qui m'envoie en continu des edits Ah, de toi à l'Assemblée nationale ou des edits de toi très qui parlent de bien, Robespierre. excellent. Excellent. Bah, je suis prêt je peux parler de Robespierre aussi longtemps que vous voulez, mais je sais pas si c'est la mesure d'urgence de réhabiliter Robespierre pour le nouveau Front Bon, populaire, je suis pas sûr. on a 1 heure et une élection dimanche, alors on va peut-être esquiver Robespierre pour cette fois et je te mettrai un carton jaune si tu pars sur Et Robespierre. grosse déception dans le chat. Ouais, ça pleure, hein. Voilà, les fans de Robespierre sont atterrés. Bon, je vais te présenter rapidement, puis on va aller Je dirais directement quelques dans mots. les sujets, parce que bon, on a 1 heure, ça paraît long pour toi qui es habitué au temps médiatique des matinales de France Inter où il y a du 3 minutes. Mais bon, pour Twitch, c'est pas si long que ça. On est habitué à faire 3 heures de discussion. Donc comme ça, on peut parler de plein de sujets, on peut aller à fond dans les trucs. Antoine Léaumont, tu es député sortant et candidat pour le nouveau Front populaire. T'as été celui qui a fait passer la gauche sur Internet, puisqu'on te doit l'arrivée de Mélenchon sur Twitch et YouTube. Et depuis, t'es devenu député. T'as fait pas mal parler de toi avec des prises de parole bien musclées contre les oppositions qu'on voit bien tourner sur les réseaux, beaucoup sur, voilà, sur TikTok, Insta et tout. Et ce qui est très très bien, parce que je pense que ça touche toute une génération qui n'est pas forcément habituée à regarder LCP et à suivre les débats parlementaires. Et en plus de ça, tu participes aussi aux mouvements sociaux en ayant vraiment les 2 pieds sur le terrain, puisque tu es vraiment un petit peu de toutes les manifs. Tu t'es même fait nasser à Bastille pendant la réforme des retraites, dans une séquence qui est restée assez culte, je pense. C'est vrai, j'avais oublié ça. Ah bah, nous, on n'a pas oublié, les images étaient là, et les Ah images non, étaient quand mais même choquantes. Hein. ouais, non, mais c'est vrai, j'ai oublié en fait à quel point ce gouvernement a été d'un autoritarisme sans borne, mais peut-être on en dira un mot après. Moi, je crains que Mm. Macron soit dans une pente qui l'amène à faire encore pire que ce qu'il a déjà fait, mais peut-être on en parlera plus tard. Mais c'est vrai, j'avais oublié littéralement ces images qui avaient pourtant choqué assez largement, et même au-delà des frontières de notre pays, parce qu'un type en écharpe tricolore qui se prend un coup de matraque, c'est bizarre. Alors, je Mm. précise quand même un truc, parce que on faisait avec quelques camarades, on faisait ce qu'on appelait des enquêtes sur l'usage de la Bravem, parce qu'on trouvait qu'il y a un mauvais usage qui était fait, puis les méthodes de gestion de l'ordre par la préfecture de police de Paris, qui sont assez mauvaises dans un certain nombre de cas. Et je mets pas la faute sur les policiers, les gendarmes, etc. Parce que individuellement, bien sûr, il y a des violents et des gens qui sont parfois responsables individuellement de ce qu'ils sont en train de faire. Mais moi, ma question, c'est les ordres qui sont donnés, parce que c'est les ordres qui donnent des situations absurdes. Mais je veux juste quand même préciser un truc, parce que beaucoup de gens me voient avec un casque et se demandent pourquoi. Bah, parce qu'en fait, quand on fait ce type d'observation, il y a des projectiles qui volent dans tous les sens et on n'a pas très envie de s'en prendre sur la tête. Et voilà. Mais juste un truc, en fait, c'est pas le policier qui me fait sauter le casque, c'est quelqu'un derrière moi qui arrive et plof, il pousse. Enfin bref, tout ça était assez confus, mais c'est assez confus en raison du fait que les ordres qui sont donnés à ce moment-là sont complètement absurdes. Il y Mm. a, 300 ou 400 personnes qui sont assises sur un escalier et qui demandent rien à part on va pas quitter la place de la Bastille, mais vous attendez un petit peu, les gens ils finissent par quitter la place de la Bastille. Le maintien de l'ordre, la gestion du maintien de l'ordre, c'est une question qui est une question très technique. Et c'est pas comme ça n'importe qui pour faire du maintien de l'ordre. Non, non. Chaque fois qu'on a fait ça, de mettre des gens qui sont pas formés au maintien de l'ordre dans des situations un peu tendues, eh ben ça tourne mal. Donc nous, ce qu'on dit justement, alors, souvent on est accusé sur vous voulez désarmer la police, etc. Bah oui, dans la gestion des manifestations, on constate que un certain type d'armement peut blesser des manifestants, voire les mutiler. Enfin, c'est de ça dont on parle quand des gens perdent des mains ou des yeux. C'est de la mutilation, donc c'est pas rien. Et nous, ce qu'on dit, c'est il faut faire baisser le niveau de tension et pas avoir un usage des forces de l'ordre qui puisse créer des tensions. Bah là, Ouais, et Macron il a y a été plein de dans la petits trucs à faire. surenchère. Ouais, bien sûr. Et je donne juste un tout petit exemple. Mais un des trucs, normalement, qui existe en maintien de l'ordre, c'est donner les informations aux gens qui sont en manifestation. Ça peut paraître stupide, mais le simple fait de dire aux gens, oui, bon, là, la place est fermée, avec un mégaphone, hein, un truc qui porte un peu et qui porte loin, la place est fermée, vous pouvez sortir par telle voie qui est ouverte et vous avez accès à tel métro. Donc, nous vous invitons à sortir par
cette zone-là. Le simple fait de dire ça, c'est des trucs qui font beaucoup baisser la tension. Les policiers sur la place de la Bastille ce jour-là, ils avaient un mégaphone, mais je vous mens pas, un mégaphone gros comme ça. Comment voulez-vous que sur l'ensemble de la place de la Bastille, on comprenne ce qui est en train de se passer? C'est pas possible. Donc ça, c'est un truc qui est tout bête, mais le fait de mettre juste d'équiper la police de sonos, de grosses sonos qui sonorisent bien, dans la gestion du maintien de l'ordre, c'est un truc tout bête, mais ça permet de faire baisser la pression. Parce que quand il y a des gens où d'un côté de la place, on leur dit... Hein, et laisser sortir les gens aussi, parce que si on nasse les gens et qu'ils n'ont pas d'espace pour ouais, sortir, bien sûr. Parce que le principe des nasses, les gens connaissent pas, mais c'est que tu es enfermé, quoi. Bien sûr, mais ça c'est interdit. Mais c'est pas anormal, par exemple, de bloquer l'accès à une voie. Si pour une raison ou pour une autre, la police considère qu'à tel endroit, il peut y avoir des tensions. Je vous prends un exemple très concret, mais s'il y a une banque à proximité de la place, bon, bah, on sait par expérience que les banques, c'est des endroits qui sont souvent ciblés par les manifestants qui veulent casser des vitrines. Bah, donc, c'est pas anormal de bloquer l'accès s'il y a une banque qui est juste à côté d'un endroit où c'est un peu tendu. Par contre, ce qui est anormal, c'est de bloquer tous les accès. Mais je reprends l'exemple de la place de la Bastille. Il se passait un truc lunaire. On nous dit, vous sortez par là. Donc on va par là. Et quand je dis vous sortez par là, c'est vraiment en allant demander à la commissaire qui était présente. Hein. On n'entendait pas les ordres qui étaient donnés. Donc vous sortez par là, on va par là. Quand on arrive au bout, on nous dit non, c'est fermé, il faut sortir de l'autre côté. On arrive de l'autre côté, on y dit non, c'est fermé, il faut sortir de l'autre côté. Allez les gars, mettez-vous d'accord. Et ce genre de truc, par exemple, ça crée de la tension. Et ça en crée inutilement, en fait. Ça sert à rien. Ça agace les gens parce qu'ils se disent bah moi je voulais partir mais je peux pas, je sais pas par où je dois sortir. Et quand je dis que le maintien de l'ordre c'est un métier, bah, là c'est ceux qui prennent les décisions, parce que ceux qui sont en bas ils appliquent les ordres, hein. Mais ceux qui prennent les décisions, ils prennent des mauvaises décisions et ils appliquent mal les techniques de gestion du maintien de l'ordre. Et cette violence sociale, elle est... direct parti sur les sujets. Non mais vas-y, on part direct, tant mieux. Ça me va très bien. Allez, c'est parti. Je veux dire, cette violence sociale, je pense qu'elle a été quand même fortement ressentie par les gens, et j'ai du mal à croire en fait ce discours de la Macronie qui aujourd'hui essaye de dire regardez, on peut reconquérir les Français après 7 ans justement de matraquage, de nassage, etc. Et je me demandais à l'échelle du terrain, toi qui es en campagne et qui du coup va à la rencontre des gens en ce moment, comment est-ce qu'ils perçoivent justement ces relations avec le pouvoir actuel, donc Macron, comment est-ce qu'ils perçoivent le nouveau Front Populaire, cette proposition que vous faites, et comment est-ce qu'ils perçoivent évidemment la proposition du Rassemblement national après justement des années et des années de violence sociale? Alors, je pense que c'est un peu différent partout. Et je dirais que moi, j'ai une vision qui est nécessairement biaisée de l'ensemble de la société. Parce que moi, j'ai la vision de ma circonscription, où la gauche est quand même traditionnellement plutôt forte. Il y a une seule fois où la circonscription n'a pas été à gauche. Et c'était un macroniste, donc c'était pas, c'était en 2017, au moment où les gens ils savaient pas trop ce que c'était que le macronisme, et ensuite on a bien vu que c'était de la droite bien violente et bien brutale. Mais ce que je perçois moi dans ma circonscription et ce que beaucoup de gens rapportent sur le terrain, c'est que la création du nouveau Front Populaire, ça a été une bouffée d'air frais, une bouffée d'oxygène, parce que ce qu'on voyait comme situation, c'était un effondrement du macronisme et en face, en place, le Rassemblement national. Et à gauche, on sortait de l'élection européenne, hein, donc on avait fait 4 listes, on était divisés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, c'est qu'il se dit, bah, ils sont divisés aux élections européennes, donc il n'y a aucune chance qu'ils se mettent d'accord en l'espace d'une semaine, donc je vais me retrouver avec des deuxièmes tours partout, Macron contre Le Pen. Et c'était ça qu'il voulait, Macron, il veut se débarrasser de la gauche de l'Assemblée. L'extrême droite à l'Assemblée nationale, elle ne l'embête pas, ils votent la plupart de ses textes, ils durcissent, ils essayent de durcir les textes, et petit à petit, ils emmènent le gouvernement à aller sur les positions de l'extrême droite, comme on a pu le voir avec la loi immigration. Donc l'extrême droite, ça les dérange pas trop à l'Assemblée nationale, ils peuvent continuer à faire du business pour les patrons, et globalement ça va. Par contre, nous, qu'est-ce qu'on les embête? Parce que la réforme des retraites, on s'est battu sur tous les sujets qui étaient d'importance capitale pour nous, et capitale, le mot est bien choisi, on s'est battu comme des lions pour essayer de les empêcher de passer, puis porter nos propositions à nous. Donc, comme il avait cette idée-là en tête, et que ce n'est pas ce qui s'est produit, l'émergence du nouveau Front Populaire, pour plein de gens, ça a été une bouffée d'oxygène. Et moi, ce que je vois sur le terrain, c'est qu'il y a plein de gens qui arrivent de partout. Alors, honnêtement, c'est même presque dur à gérer pour des gens qui sont habitués à faire bosser des militants. Mais d'un coup, quand tu as un doublement de ta structure militante et de ton groupe militant, comment tu fais pour, alors même que tu as
pas de tract parce que tu n'as pas eu le temps de les imprimer, pas d'affiches, rien du tout. Qu'est-ce que tu fais faire aux gens quand il y a une telle dynamique populaire? Moi, c'est ça qui a été un des enjeux dans cette campagne pour moi. Alors, on a décidé de faire un truc un peu peut-être nouveau, spécial, je sais pas. On s'est dit, les nouveaux militants, on leur propose d'aller faire plein d'actions et on les propose d'aller les faire que avec les nouveaux militants. Parce qu'on se dit, bah, il y a les anciens militants, ils ont un background politique un peu long et tout, et donc il y a plein de sujets qu'ils peuvent évoquer. Puis les nouveaux militants, eux, ce qu'ils ont envie, c'est de mener des actions. Et petit à petit, on se dit, on va les faire bosser ensemble, mais petit à petit. On peut se dire, c'est une manière particulière de faire, mais je vous dis ce que j'ai constaté en faisant ça. Moi, dans mes nouveaux militants, c'est surtout des nouvelles militantes. J'ai que des Mhm. meufs. Et ben des meufs, si tu les mets dans un collectif dans lequel il y a principalement des hommes, parce que la politique c'est souvent beaucoup des hommes, elles peuvent se sentir un peu, je sais pas, le machisme existe dans dans toutes les structures. Et la gauche, on n'est pas exempte. Faut pas se raconter d'histoire. Donc il y a des manières de faire, mais ça dit quelque chose de ce qui se passe avec le nouveau Front populaire. Partout, il y a des dizaines et des dizaines de gens qui arrivent sur le terrain. Moi, j'étais au téléphone tout à l'heure avec Léo Walter, qui est un de nos candidats. C'est dans les Alpes de Haute-Provence, il est candidat. Circonscription très rurale. Vraiment, sa circonscription a fait, pour vous dire, 310 km d'un bout à l'autre dans l'endroit le plus large, quoi. Et ben, lui, il me dit pareil. Il a 197 panneaux électoraux à coller dans sa circonscription et il sait pas comment, il sait pas d'où ça sort, il sait pas qui c'est qui le fait, mais il constate que les panneaux sont collés. Ça, c'est des éléments qui disent ce qui est en train de se passer. Il y a un enthousiasme très fort pour le nouveau Front populaire. Et après, j'imagine qu'il y a des endroits où il y a des choses qui sont vécues Et côté Rassemblement national. D'ailleurs, ouais, euh, juste j'en finis, mais vas-y, vas-y. on constate qu'il y a une libération de la parole raciste, que l'augmentation du score du Rassemblement national, ça a provoqué au minimum ça, c'est que les gens qui sont racistes se sentent légitimes ou libres de pouvoir tenir des propos racistes en se disant qu'ils ne seront pas punis pour ça. Et l'étape d'après, et ça a déjà commencé, c'est la violence physique. C'est la violence physique en raison de la couleur de peau, je sais pas quoi, la religion. Et ça a déjà commencé. J'ai vu qu'il y avait un endroit où il y a une boulangerie qui a été incendiée parce qu'il y a un jeune homme de 17 ans qui est d'origine étrangère et ils ont fait un tag, je ne veux pas le répéter ici, mais un tag qui est un tag raciste. Mhm. Et quand même, ils en sont à incendier une boulangerie à cause d'un mec qui n'a pas la bonne couleur de peau, quoi. Ouais, et puis il faut rappeler que l'extrême droite, c'est 5 morts en 2022, c'est des attentats chaque année qui sont empêchés par les services de sécurité. On a un petit peu Ouais, tendance à ouais. effacer cette violence et cette brutalité Ah bah, du mouvement. Mais je voulais rebondir sur peut-être cet engouement autour du Front populaire. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y a cet engouement qu'il y a justement vraiment un retour du populaire dans la politique, qu'il y a aussi cette levée de bouclier aussi forte en face, qu'on voit ce discours, moi, que je trouve assez inquiétant de la part de la Macronie, qui est de dire regardez, attention aux extrêmes, ça va conduire à la guerre civile, même il a dit Emmanuel Macron. Si jamais le Front populaire gagne, on va être dans une situation de guerre civile. Donc on a un discours quand même hyper agressif à votre rencontre. Comment est-ce que toi tu réponds à ce discours-là? Comment tu réponds à ce discours de tous les extrêmes se valent, la théorie du fer à cheval, attention, extrême droite, extrême gauche, c'est la même chose. Comment est-ce que tu casses justement ce faux discours qui veut vous diaboliser? C'est en fait, ça a toujours existé. Dès que la gauche est forte et en capacité d'accéder au pouvoir, la gauche, je veux dire la gauche qui propose le partage de la richesse. Quand on est fort et qu'on est en capacité d'accéder au pouvoir, c'est quelque chose qui se produit à chaque étape. Je rappelle que mes ancêtres politiques, pour la raison que ils défendaient les juifs face aux attaques antisémites qu'ils subissaient, eh bien, ils étaient qualifiés de judéo-bolcheviques. C'était ça l'insulte qui était prononcée contre mes camarades de l'époque. Hein. J'y étais pas, mais c'est quand même mes camarades. On disait que c'était des judéo-bolcheviques, des agents de l'étranger, qu'ils voulaient défendre. Enfin, en gros, ils faisaient un amalgame entre la religion juive et puis le bolchevisme, qui était le repoussoir à l'époque. Et ben, aujourd'hui, ils ont remplacé le mot. Ils disent islamo-gauchiste, mais c'est la même idée. Et ils nous traitent d'antisémites, ce que nous ne sommes pas, évidemment. Nous, l'enjeu principal pour les forces de gauche, c'est toujours le même. C'est d'unifier le peuple, d'unir le peuple sur des revendications communes et des revendications sociales. Nous, notre grande difficulté, le truc le plus dur à faire, c'est de faire en sorte que, alors que le capitalisme essaye de dresser les gens les uns contre les autres, bah nous, on arrive à créer du commun là où le capitalisme essaie de créer de la division. Et le capitalisme, il utilise plein de méthodes pour créer de la division.
les logements individuels, la voiture individuelle, tous les trucs qui nous isolent les uns des autres et qui font que petit à petit, on se renferme sur un cercle qui est de plus en plus petit. J'ai vu une super enquête qui disait qu'il y a 50 ans, les gens considéraient dans leur collectif d'amis, ils disaient que leurs amis, c'était un collectif d'une trentaine de personnes. Aujourd'hui, ils réduisent ça à une dizaine de personnes. Bah, ça dit quelque chose de l'évolution de la société, le fait que nos groupes sociaux se rétrécissent et se réduisent. Parce que quand on réduit nos groupes sociaux, on réduit aussi nos capacités d'analyse collective, d'écoute collective. Parce que des amis qui viennent d'un peu partout, bah, ils ont tendance à vous apporter des éléments, à vous donner des choses. Si vous réduisez sur un cercle d'amis tout petit avec lequel vous avez un peu les mêmes opinions, bah, vous finissez par être enfermé dans ce qu'on appelle une bulle cognitive. Les réseaux sociaux font beaucoup ça, mais vous vous dites, bon, puisque mon cercle d'amis pense tout pareil, c'est que ça doit être vrai, quoi. Et Et la télé participe aussi beaucoup de faire ça. Oui, pardon, vas-y. oui, je voudrais te relancer sur la question de l'antisémitisme puisque tu l'abordes. Ouais, Demain, moi, je dois ouais. aller à fêter la retraite de ma belle-mère. Je vais me retrouver avec plein de gens que je connais pas forcément. On va parler de l'élection. Et évidemment, quand on va parler du front de gauche, il y a des gens qui vont venir me voir et qui vont me dire, ma belle-mère en fera partie d'ailleurs probablement, qui vont me dire, moi j'aime bien les idées, ça me plaît et tout, mais je ne peux pas voter pour des antisémites, ils me font peur, etc. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces gens-là pour leur dire, regardez, non, le Front populaire n'est pas antisémite. C'est quoi la réponse à donner justement pour casser Euh, cette vision? Bon, déjà, on peut regarder l'histoire. Et notre histoire est une histoire de lutte pour l'égalité entre les êtres humains. Donc, il est évident, moi, dans ma conception de l'humanité, je ne fais pas de différence entre les êtres humains. La question du genre n'est pas un sujet, la question de l'orientation sexuelle non plus, la question de la religion non plus, et la question de la couleur de peau non plus. Donc, nous, l'idée même d'une division entre les gens sur autre chose que ce qu'ils font, et non pas sur la base de ce qu'ils sont, ça, c'est la logique de la gauche. Les gens de gauche, ils jugent les gens en fonction de leurs actes. Ce qu'ils sont ontologiquement, le mot il est un petit peu compliqué, mais ça veut dire à l'intérieur de leur être, ça ne nous regarde pas en fait. T'es noir, t'es blanc, t'es juif, t'es musulman, chrétien, etc. J'en ai rien à faire. Par contre, est-ce que tu essayes d'être utile à la société? Qu'est-ce que tu fais pour la société? Est-ce que tu as envie d'aider les autres? Est-ce que tu as envie de partager la richesse? Est-ce que tu as envie qu'on ait des services publics? Est-ce que tu es prêt à payer des impôts pour qu'on ait des services publics? Voilà, moi, c'est ça les sujets qui m'intéressent. Est-ce que tu respectes les lois, etc., etc. Ça, c'est la manière dont, à gauche, normalement, on juge les êtres humains. On juge en fonction de ce qu'ils font et pas en fonction de ce qu'ils sont. Et ça va très loin dans comment dire, dans notre philosophie politique et notre philosophie de l'être humain. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on est des gens qui disent que l'existence précède l'essence. C'est-à-dire que les choix, c'est ce que dit Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire que les choix que vous faites, les actes que vous posez précèdent une humanité qui serait en quelque sorte transcendante. Non, le seul truc qui est transcendant au sens de qui transcende les frontières, c'est de se dire, bah, on est égaux parce qu'on a des besoins qui sont en commun. Il y a un très bel article de la Constitution de 1793 qui dit, enfin, de la Attention. Déclaration des droits de l'homme. Et ouais, je suis désolé, je peux pas passer à côté. Un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, donc qui est le préambule de la Constitution de la Première République, qui dit les hommes sont égaux par la nature et devant la loi. Et par la nature, c'est l'idée que il peut pas y avoir de discrimination biologique. C'est que la nature nous a fait égaux et que donc on ne peut pas avoir de discrimination en raison de la couleur de peau. Et par ailleurs, si on élargit l'idée, ni non plus en raison de la religion, ni non plus en raison du genre, etc. Donc le sujet pour nous, il n'est pas celui-ci. Maintenant, je réponds spécifiquement sur la question spécifique de l'antisémitisme, parce que c'est quelque chose qui s'est produit dans tous les pays du monde. Tous les gens de gauche dans le monde ont subi une campagne qui était une campagne agressive sur le thème vous êtes des antisémites. Et pour ce qui nous concerne, nous, en France, le sujet est parti du conflit israélo-palestinien. Je dis, et je pense, si jamais vous voulez en discuter en famille ou avec les gens qui vous posent la question, et toi en l'occurrence avec ta belle-mère, si jamais elle te pose la question, ce sujet du conflit israélo-palestinien, c'est un sujet que beaucoup de gens ne maîtrisaient pas. Et moi, je me mets aussi dans le sujet parce que bon, on regardait souvent ça d'un peu loin et là, on était obligé de s'y intéresser de manière très attentive. Ça n'est pas un conflit religieux. Bien sûr, la religion peut recouper ce sujet-là. Mais d'abord, le sujet, c'est une question de territoire. C'est une question de contrôle d'une partie du territoire par un peuple ou par un autre. Et
ce peuple, il ne se base pas sur des critères qui sont des critères ethniques ou je ne sais quoi. Il se base sur le droit international. Le droit international dit il doit y avoir deux États, un État israélien et un État palestinien. Il ne dit pas autre chose. Voilà. Et ben nous, c'est la position qu'on défend. Sauf qu'à l'heure actuelle, la situation, c'est qu'il n'y a qu'un seul État. Il y a l'État d'Israël et cet État colonise son voisin. Alors il le fait en Cisjordanie notamment, où c'est pas le Hamas qui est au pouvoir, mais dans la bande de Gaza, eh bien, le droit international considère que comme Israël contrôle tout ce qui entre dans la bande de Gaza, on est dans une situation aussi qui est une situation coloniale. Et ce que nous avons posé, nous, c'est le respect du droit international et du cadre du droit international. Alors on va aller jusqu'au bout, jusqu'au fond du sujet. Tout a commencé parce que nous avons refusé de dire que le Hamas était une organisation terroriste. Et moi, j'invite les gens qui se sont questionnés sur ce sujet-là, parce que beaucoup de gens se sont dit, ah bah tiens, ça serait plus facile de dire ça, et comme ça, au moins, vous régleriez le problème. Bah, effectivement, ça serait plus facile, donc posez-vous la question pour la raison pour laquelle on utilise des mots bien précis pour parler des choses. Dire que les attaques du 7 octobre revêtent un caractère terroriste, mais ça pose de problème à personne, enfin. Je veux dire, les gens, ils ont pris des caméras pour aller filmer ce qu'ils étaient en train de faire. Quel est le but de faire ça, si ce n'est provoquer la terreur et provoquer la peur? C'est la logique même d'une action terroriste que de filmer ce qu'on est en train de faire pour essayer de provoquer la peur. Et justement, provoquer la peur, pourquoi? Pour qu'on agisse d'une manière qui est irrationnelle, que la raison cesse d'exister. Parce que quand vous agissez sous le coup de la peur, eh bien vous agissez d'une manière qui est rationnelle et qui est déraisonnable. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un truc qui est passé entre-temps. Donc ça, c'est un sujet... j'ai perdu le fil de ce que je racontais. Tu étais sur le Hamas, tu parlais de la distinction que vous faites entre Hamas Oui, politique et voilà. Donc, les violences armées qui peuvent être faites non, c'est par même... les groupes. Et c'est même pas ça, mais les gens le savent pas, mais enfin beaucoup de gens le savent pas, mais le Hamas, c'est une organisation qui sur le terrain embauche par exemple des infirmières. Donc on va dire les infirmières c'est des terroristes. Ça n'a pas de sens de mettre tout ça dans un bloc commun. Ça n'a pas de sens, je veux dire, d'un point de vue purement d'analyse de ce qui se passe sur place. Si vous faites ça, alors vous justifiez d'une certaine manière le fait qu'ensuite, on puisse tuer tout le monde. Parce que là-bas, il n'y a que des terroristes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant. Il a dit on affronte des animaux humains. Vous imaginez le vocabulaire qui est utilisé par un ministre de la Défense de l'État d'Israël? Tout ça est fait pour empêcher la possibilité d'avoir une critique qui soit une critique qui analyse correctement la situation. Et nous, ce que nous avons essayé de faire dans cette période extrêmement violente, extrêmement douloureuse pour de nombreuses personnes qui, y compris, le vivent, je ne sais pas comment dire, mais dans leur chair, d'une manière qui est très personnelle. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce qui s'est passé le 7 octobre d'une manière très personnelle. Et il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce qui s'est passé après le 7 octobre dans la riposte qu'a fait Israël d'une manière aussi très personnelle. Et ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut aller vers le cessez-le-feu et il faut un processus de retour à la paix qui malheureusement n'existe pas depuis des décennies dans cette zone-là du monde et d'aller vers la solution à deux États. Voilà, ce qu'on fait n'est pas très différent de ce que portait quelqu'un comme Jacques Chirac. Mais vous voyez comment, et ça nous fait peut-être arriver sur les thèmes qui viennent après, mais vous voyez comment les périodes fascistes, c'est toujours des pentes. Et les gens dévalent la pente, comme ça, petit à petit. Pou, 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 pou. On était à un endroit où il y avait un consensus pour dire que l'extrême droite était le principal problème pour la République. Et puis petit à petit, à force de CNews, à force de sujets qui disent que l'immigration est un problème pour la sécurité, etc., à force d'arriver là, tout le monde dévale petit à petit la pente. Et quand on arrive en bas de la pente, ceux qui sont restés au niveau moyen et normal, c'est notre cas, nous on reste des républicains de gauche, c'est vrai, mais des républicains, eh bien ils ont l'air bizarres. Ceux qui sont tout en haut et qui disent mais non, mais il faut arrêter de détester nos compatriotes en raison de la religion, on a presque l'air bizarre à défendre la République telle que l'entendaient encore les gens il y a même pas très longtemps, il y a une quinzaine d'années, il y aurait pas eu de très grande différence entre ce que je dis moi sur la République et ce que disait quelqu'un de droite. Par contre, ce qui nous différenciait, c'était la manière de concevoir le partage de la richesse à l'intérieur de notre pays. Ça, ouais, ça a toujours été des différences entre la droite et la gauche. Mais par contre, il y avait avant un socle commun sur ce qu'est la République. Et malheureusement, je suis au regret de constater que beaucoup de nos compatriotes ont glissé dans cette pente. Et nous, le travail qu'on essaye de faire, c'est de redresser la bascule et de dire aux gens, attention, vous êtes en train de partir dans une voie qu'on a déjà vécue dans les années 1940 et qu'on n'a pas envie de revivre. Est-ce que c'est pas un marqueur d'une faillite de la gauche, d'une certaine manière, de ne pas avoir réussi justement à contrer cette banalisation de l'extrême droite, de peut-être pas s'être assez tôt intéressé au thème de l'extrême droite en se disant pas on va les écouter et dire
même chose qu'eux, mais on va les débunker. Par exemple, tout ce thème sécuritaire qui s'est imposé dans l'ensemble du débat public et qui est devenu complètement central, quand bien même les études, année après année, démontrent qu'il n'y a pas vraiment une explosion de l'insécurité, qu'on n'est pas dans un pays de plus en plus violent. Le fait de lier cette insécurité à des populations immigrées, à des populations étrangères, non blanches, etc. La normalisation, la banalisation de ces discours, est-ce qu'on n'a pas été trop lent dans les partis particulièrement, à s'emparer de ces thèmes et à venir les casser sur les plateaux télé, au point que la petite musique de l'extrême droite s'était installée même hors de l'extrême droite. D'ailleurs, on l'a retrouvée chez les macronistes, on l'a parfois retrouvée même à gauche, à l'époque chez Manuel Valls et puis chez d'autres aussi. Est-ce qu'à un moment donné, comment est-ce qu'on aurait pu faire peut-être pour empêcher ça, et comment est-ce qu'on peut rattraper le coup maintenant, parce que ça s'est vraiment installé dans la tête des gens et c'est très très dur à déconstruire. Alors, vraiment, je te remercie de poser cette question-là, parce que je pense que ça doit être la question centrale de la gauche dans la période qui arrive. Donc, quelque part, on prend un petit peu d'avance. Là, on a encore des élections à gagner, donc on va essayer de faire ça, parce que la vérité, c'est que le plus simple, c'est de les battre dans les urnes, hein. Si on les bat dans les urnes, on a 1 an pour faire nos preuves. Je dis 1 an parce que dans 1 an, Macron peut de nouveau dissoudre l'Assemblée nationale et qu'il ne se privera pas de le faire si c'est un pouvoir de gauche qui arrive au pouvoir. Donc, on a 1 an pour faire nos preuves et les faire reculer par la démonstration que ce qu'on fait, nous, est utile et qu'on est loyaux à notre programme. Mais je ne veux pas biaiser avec la question qui est posée sur la responsabilité des uns et des autres. Pour moi, la première responsabilité, elle est du fait de ceux qui sont au pouvoir et qui ont emmené à un certain nombre de personnes à se dire que, je sais pas quoi, il y avait des profiteurs, des gens qui s'engraissent sur notre dos, etc., etc. C'est vrai, ça existe, mais c'est des gens qui sont au top de la société au niveau de richesse. Ceux-là, oui, ils s'en sont mis plein les poches dans la période actuelle, et ceux-là, personne ne leur demande jamais des comptes, à part nous, les gens de gauche, mais sinon, Macron, Le Pen, elle en a rien à faire. Ils en ont rien à faire, ils les laissent vivre tranquillou, il n'y a pas de sujet, oui, oui, c'est bien, enrichissez-vous, c'est très bien. Et ensuite, on va essayer de nous faire détester les uns entre les autres en raison de la couleur de peau, de celui-ci, les RSA, regarde comment ils profitent de la vie. Tu profites de la vie avec le RSA. Je crois que les gens, ils planent un peu des fois sur les réalités sociales de notre pays. Mais donc, il y a une responsabilité de gens qui sont au pouvoir. Deux, il y a une responsabilité médiatique. Et celle-là, faut pas biaiser dessus. Bourdieu, en 1998, il a fait un bouquin qui s'appelait Sur la télévision, et c'était déjà un sujet. Il appelait ça les pompiers pyromanes dans les médias, ceux qui vont filmer un incendie ou je sais pas quoi, quelqu'un qui incendie un endroit dans un quartier populaire. Ils vont bien braquer la caméra sur le mec qui fait n'importe quoi dans le quartier populaire, et puis ensuite se plaindre de la montée du Front National à l'époque et de Jean-Marie Le Pen à l'époque. Donc, ils mettent un sujet médiatique en avant comme ça, en zoomant sur un truc qui était un épiphénomène. Et ensuite, ils disent, ah ben Jean-Marie Le Pen monte, mais enfin, comment c'est possible que Jean-Marie Le Pen monte? Bah oui, vous êtes en train de lui servir la soupe. Ils lui servent la soupe. Et si tu regardes les médias aujourd'hui, les sujets qui sont évoqués, mais c'est ce que tu disais, les sujets qui sont évoqués, allez, c'est je sais pas quoi, l'insécurité grandissante dans les quartiers. Tiens, sur cette responsabilité médiatique, je vais vous dire un truc que j'ai pas trop raconté. Si, je l'ai raconté chez Dany Eras, mais je vais raconter une histoire qui est personnelle. Parce que faut que les gens comprennent que le racisme, c'est un phénomène qui est systémique, de la même manière que le sexisme est un phénomène systémique. C'est des systèmes de domination. Et si on ne comprend pas que les systèmes de domination, le principal problème, c'est pas les dominés, c'est les dominants, et que donc, si on n'accepte pas de remettre en cause la propre part de poursuite du système de domination qu'on peut créer nous-mêmes, eh ben, on est à côté de la plaque dans la lutte contre le racisme et contre l'extrême droite. Donc je vous raconte une histoire sur le plan médiatique. Et après, je viendrai sur la responsabilité de la gauche, parce que j'ai pas oublié la question qui est posée. Donc sur la responsabilité du système médiatique. Quand j'ai grandi dans une ville au milieu de la France, ça s'appelle Châteauroux, qui est une grosse ville, mais dans une zone très rurale. Et ma connaissance principale des quartiers populaires passait par la télévision. Il y a des quartiers pop à Châteauroux, d'ailleurs j'y ai beaucoup milité, mais avant de militer, moi j'étais plutôt de droite, hein, je l'ai toujours dit, je ne l'ai pas caché, et avant de militer, ma connaissance principale des quartiers, c'était essentiellement la télévision. Bon, j'arrive à Paris pour faire mes études. Et je cherche un logement, et on cherche un logement qui n'était pas trop cher, parce que j'avais pas les moyens d'avoir un grand logement dans un quartier bourgeois, etc., etc. Donc, cherche un logement pas cher. Et quand tu cherches un logement pas cher, à Paris, tu vas vers Porte de la Chapelle et Place Stalingrad, qui sont les deux zones un peu populaires de Paris. Et il y a plein de gens qui n'avaient pas ma couleur de peau. Et je ne me sentais pas en sécurité. Alors pourquoi? Parce que la télé
m'avait appris que quand il y a plein de gens qui n'ont pas ma couleur de peau, c'est un quartier populaire, et que quand c'est un quartier populaire, ça n'est pas sur les quartiers populaires. Donc il y a un sentiment qui est un sentiment raciste. Il faut appeler un chat, et je ne me biaise pas. Ce sentiment-là, c'est un sentiment qui avait été construit par un système de domination qui inclut le système médiatique. Et c'est déconstruire ça qu'il faut réussir à faire. C'est déconstruire toutes les petites choses qui font qu'on reprend non pas le programme du Rassemblement national, mais en partie sa vision et son analyse de la société, y compris dans la sphère médiatique. Il y a des gens qui désormais ont cette opinion-là de manière un peu vague, de manière un peu floue, mais qui ne sont pas capables de voir le problème qui est posé. Je prends un autre exemple. Il y a plein de gens qui disent « Ah, la présence du voile dans l'espace public, c'est un problème ». Et par ailleurs, le Rassemblement national propose de l'interdire. Et c'est parce que c'est au conflit de plusieurs choses. Il y a notamment en France beaucoup de gens qui sont des laïcards, comme on dit, des gens où la religion, ça les saoule, quoi. Et d'ailleurs, l'essentiel des gens dans notre pays, ils n'ont pas de religion. Donc ça les saoule, la religion, la présence de la religion dans l'espace public. C'est quelque chose qui les dérange d'une manière générale, mais d'une manière générale. Et quand les gens voient des voiles dans l'espace public, ils ont ce sentiment-là. Ok, ce sentiment-là, il peut être légitime. Ça peut être légitime de te poser la question de la présence d'une religion et du fait que pour beaucoup de gens, en fait, qui veulent à la fin, c'est que en réalité, les religions, ça les intéresse pas trop et donc ils préféraient qu'il n'y en ait pas pour être très concret. Mais posez-vous la question de ce que dit la loi et du cadre que crée la loi de 1905 et la laïcité. L'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Ne reconnaît, ça veut dire une incapacité visuelle, physiologique, à reconnaître même une religion. Donc, le fait qu'une personne se mette un voile, une kippa ou un canard, si c'est sa religion, sur la tête, eh bien, ça devrait même pas être un sujet pour nous. En fait, on ne devrait même pas se poser la question. Ça devrait être un truc duquel on est indifférent et sur lequel on ne se pose pas de questions. Or, ça n'est pas ce qui se passe, mais ça n'est pas ce qui se passe parce qu'il y a une construction de tension en particulier vis-à-vis de la religion musulmane. Mais je veux aussi insister sur la religion juive, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nos compatriotes en ce moment qui subissent aussi l'antisémitisme, et j'entends les témoignages des gens qui disent que plein de jeunes ne veulent plus sortir avec une kippa parce qu'ils ont peur de porter la kippa. Mais de l'autre côté, il y a aussi plein de jeunes qui ont peur de porter le voile parce qu'ils se font insulter, parce que, etc., etc. Vous voyez comment au final, c'est la même chose, c'est une même question de racisme lié à la religion, donc de haine anti-religieuse qui est posée quand des gens se font agresser en raison du fait qu'ils portent la kippa ou qui se font agresser en raison du fait qu'ils portent le voile. Moi, mon sujet, c'est comment on fait pour que nos compatriotes se sentent libres dans notre pays d'exercer librement leur religion comme le garantit notre Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sans subir le racisme et les attaques antireligieuses des autres. Donc, comment on fait pour faire ça, pour obtenir cet objectif-là? Justement, c'est une question de travail sur soi-même, sur notre vision de la laïcité et notre manière de concevoir la manière dont doit s'appliquer la laïcité. Et moi, je crois que sur ce sujet-là, il y a beaucoup de travail à faire parce qu'il faut qu'on réussisse à apaiser les choses, à apaiser les tensions, parce qu'on n'arrivera pas à faire un peuple uni, solidaire, républicain, autrement qu'en questionnant tous ces sujets-là. Du coup, je suis un peu long, mais j'ai pas répondu à la question sur la gauche. Attends, je voudrais te relancer sur un truc. C'est du coup, vas-y. De ce que tu dis, moi, enfin de ce que j'entends, c'est au fait finalement que tu donnes une place assez importante aussi à beaucoup de discours de ce qu'on appelle la gauche intersectionnelle, c'est-à-dire cette gauche qui se positionne sur l'antiracisme, l'antisexisme, la lutte contre l'islamophobie, contre toutes les formes de xénophobie et justement, est-ce que la gauche, on n'a pas perdu beaucoup de temps à une certaine époque à voilà, justement vouloir aller séduire le fâché, pas facho, qui serait parti à l'extrême droite sans qu'on sache trop qui c'est, parce qu'au final, l'électorat de l'extrême droite, c'est plutôt l'ancien électorat des Républicains, une partie de l'électorat macroniste qui s'est évidé vers l'extrême droite à force justement de jouer sur les discours racistes, les discours sécuritaires. Et nous, en fait, est-ce que c'est pas une perte totale de temps d'aller chercher des gens là-bas, justement sur des sujets comme la laïcité, l'insécurité, etc., en jouant ce jeu que moi personnellement je trouve quand même relativement dangereux d'aller finalement dans les pas du RN, sachant qu'en fait il y a aussi peut-être dans le bloc abstentionniste, qui est quand même assez énorme, beaucoup de gens qui sont déçus de la politique parce que la politique ne s'intéresse à eux que sur des périodes électorales et qui se disent mais en fait ouais, moi je pourrais me sentir représenté par un discours de gauche qui serait un vrai discours d'antiracisme, de lutte contre la LGBT-phobie, de lutte contre les discriminations, etc. Est-ce que justement c'est pas là qu'il y a un croisement qui permet de récupérer les gens? Alors écoute, ta question elle est parfaite parce que tu m'as posé la question de la responsabilité de la gauche dans la montée de l'extrême droite et donc ça fait un peu le lien entre les deux en réalité.
Je considère que on ne doit renoncer à convaincre on ne doit renoncer à convaincre personne. C'est français mon truc. On doit essayer de convaincre tout le monde. Ça me paraît On bien. ne doit renoncer à convaincre personne. C'est français? Ça marche? Ouais, ça marche. Donc, quand on dit convaincre les fâchés pas fachos, bah, je considère que ça fait quand même partie des objectifs. Par contre, ce qui s'est produit, je parlais tout à l'heure de la pente fasciste qu'emmènent des gens à se décaler petit à petit. Il y en avait peut-être au début des gens qui disaient que bon, ils sont pas racistes et d'ailleurs c'est pas leur sujet, machin chouette, mais qui en gros ils veulent utiliser le bâton Marine Le Pen parce que c'est le plus efficace pour taper sur le système de leur point de vue. C'est ça ce qu'on appelle ou qu'on appelait les fâchés pas fachos. Mais même ces gens-là, ils sont dans la pente qui les emmène au fascisme. Mais à partir du moment où tu as voté Marine Le Pen une fois parce que c'était le plus gros bâton pour taper sur Macron, ben, petit à petit, tu commences à écouter ce qu'elle raconte vraiment, puis tu te dis, bon, ouais, c'est pas faux, machin, et tu commences à être convaincu par ça. Donc, je vais répondre aussi à la question que tu posais tout à l'heure sur est-ce qu'il ne faut pas aller frontalement face aux fachos. Bah, si, bien sûr. Et c'est justement ce qu'il faut qu'on fasse. Quand je parle de la compréhension de ce qu'est le racisme comme phénomène systémique de domination, c'est aussi ce que j'essaye de faire. Parce que je pense que si on fait reculer le racisme, alors on fait reculer le vote Rassemblement national. Que si on fait reculer la xénophobie, c'est-à-dire la haine des étrangers, qui ne s'appuie pas nécessairement sur une question de racisme ou de haine religieuse, mais qui peut concerner des gens qui ont ma couleur de peau, les Ukrainiens par exemple. Il y a des gens qui sont arrivés massivement. Bah, tu as des gens qui ont commencé à dire ah, bah, les Ukrainiens, il commence à y en avoir beaucoup. Bah, ça, c'est de la xénophobie, c'est de la peur des étrangers. Donc, c'est encore des phénomènes différents. Ce qu'il faut, c'est réussir à prendre les phénomènes qui sont les phénomènes de terreau du développement du vote de l'extrême droite et du Rassemblement national pour ensuite réussir à combattre effectivement le Rassemblement national. Mais je dis quand même à tous ceux qui disent ça sert à rien d'essayer de convaincre des électeurs du Rassemblement national parce que quelque part, perdu pour la cause, c'est foutu, c'est des racistes, on n'y arrivera pas, etc., etc. Cette logique-là, c'est la logique qui est dans des livres comme celui de Camus, La Peste, ou comme celui d'Ionesco, Rhinocéros. C'est que si on renonce à convaincre en combattant en réalité ces idées-là, alors on se dit, bah, chaque fois qu'une personne est convaincue par le Rassemblement national, perdu pour la cause. Bah, d'accord les gars, mais si on fait ça, égal, à la fin, il y en a de plus en plus et on ne peut pas les faire revenir en arrière. Donc il faut réussir à mener le combat sur tous les fronts en même temps, c'est-à-dire réussir à convaincre les abstentionnistes de se rendre dans les urnes parce qu'il y a un combat antifasciste à mener. Et il ne faut pas barguigner, il ne faut pas tourner autour du pot. C'est une question de possibilité de la France qui est posée dans cette élection législative. C'est quoi la France? Qu'est-ce qu'on veut en faire? C'est quoi notre peuple? Qui c'est qu'on met dedans? Qui c'est qu'on met dehors? C'est ça la question qui est posée dans cette élection législative. Et il y a plein de gens qui vivent cette élection législative comme un truc où potentiellement ils se disent déjà ce pays m'aimait pas, mais si jamais c'est les fachos qui gagnent, alors je vais devoir partir. C'est ça qu'il y a plein de gens qui sont en train de vivre. Et ceux qui ont les moyens et qui se disent qu'ils vont pouvoir se payer un billet d'avion ou payer un billet d'avion pour leurs gamins pour partir ailleurs, autre part, parce qu'ils ne seraient plus les bienvenus dans notre pays, et bien justement, c'est ceux qui ont les moyens. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ils se disent qu'ils vont devoir endurer, souffrir, peiner, alors qu'ils aiment notre pays et notre patrie, qu'ils y ont grandi, qu'ils y ont vécu, que leur famille y est, leurs amis y sont, que leur travail y est quand ils ont la chance de pouvoir en trouver un, que leurs études y sont, bref, que leur vie y est. Et c'est des gens qui aiment la France d'une manière qui est peut-être encore... Enfin, je sais pas, mais moi, j'ai eu une discussion hier avec une dame, franchement, ça m'a... En fait, c'est ça le truc qui est horrible qu'on est en train de vivre, c'est qu'il y a plein de gens dont le vote Rassemblement national, ils le vivent comme ah mais vous aimez pas notre pays, mais bon sang, punaise, ceux qui aiment pas notre pays, c'est ceux qui votent Rassemblement national. Ils sont en train de trahir les valeurs de la France et de la République depuis que la France est la France, c'est-à-dire depuis 1789 et la Révolution française où on a créé le drapeau tricolore, la Marseillaise et tous ces symboles-là. Mais Donc est-ce que c'est pas foutu de convaincre ces arrive à gens faire, justement, moi, ce que j'essaye de trouver, ce que j'essaye de faire, et peut-être que ceux qui suivent mon travail s'en sont rendus compte, c'est donner des signifiants, des mots, des outils, des bagages idéologiques qui permettent de faire tenir ensemble une tradition républicaine française et révolutionnaire française. Enfin, je ne vais pas non plus mentir, hein, c'est une tradition républicaine et révolutionnaire. C'est les deux en même temps, hein. L'un ne va pas sans l'autre en France. Donc une tradition républicaine et révolutionnaire, une tradition de gauche, de pensée marxiste, anticapitaliste, très profonde, et en même temps d'y intégrer tous les apports qui sont arrivés sur l'antiracisme, sur la lutte contre les discriminations de genre, de discrimination religieuse ou sexuelle. Voilà. Et tout ça tient dans
le cadre républicain, à condition d'accepter d'interroger le cadre qu'on a créé jusque-là. Enfin, je vais prendre un exemple très concret. Il y a des centaines et des centaines d'écoles qui s'appellent Jules Ferry dans notre pays. Alors, c'est très bien, Jules Ferry, c'est le gars qui a fait l'école gratuite, laïque et obligatoire, très bien, mais en même temps, c'est le gars qui défend l'inégalité entre les races sur la question de la colonisation. Il y a un discours de Jules Ferry à l'Assemblée nationale de 1889, si mes souvenirs sont bons, abominable, mais vraiment, mais abominable. L'inégalité entre les races justifie le fait que la France est une puissance civilisatrice, etc. C'est anti-républicain au possible. C'est l'inverse de la vision républicaine qu'on porte. Et d'ailleurs, dans l'Assemblée, il y a Antoine Léaumont sous une version de l'époque, parce qu'il y a un mec, quand il dit ça, Jules Ferry, qui lui répond « Oh, dire cela au pays des droits de l'homme et du citoyen ». Bah voilà, moi je suis du côté du gars qui dit « dire cela au pays des droits de l'homme et du citoyen ». Ce que je veux dire, c'est que dans la vision républicaine d'une certaine partie de la société, c'est comme si on n'interrogeait pas, comme si on ne questionnait pas. Ah bon, la République, elle serait pure et parfaite et il n'y a jamais de sujet d'interrogation sur le sujet. Par exemple, la question coloniale, les questions de la colonisation, c'est jamais interrogé. Ce que je viens de dire sur Jules Ferry, où est-ce qu'on en parle? Où c'est qu'on peut avoir un débat sur le sujet et discuter de ses propos honteusement raciste de Jules Ferry? Bah non, c'est pas possible. Ce que je veux dire, c'est que la République, c'est un fil dans l'histoire. Et il commence, pour notre histoire à nous, il commence avec la Révolution de 1789, moment où on invente le drapeau tricolore, la Marseillaise, où on pose un certain nombre de principes, y compris antiracistes, parce qu'à ce moment-là, il y a les questions d'abolition de lutte pour l'abolition de l'esclavage. Donc c'est un fil dans l'histoire qui passe par 1848, qui passe par la Commune de Paris, qui passe par etc., etc. Il y a un certain nombre d'états. Le débarquement de Provence pour chasser les fachos, ou dans le débarquement de Provence, c'est essentiellement des Maghrébins qui débarquent et qui viennent libérer notre pays des nazis. Donc, pardon, j'ai dit le N-word, on n'a pas le droit normalement sur Twitch, mais j'espère que tu vas pas te faire couper la chaîne. Non, ça ira, mais c'est un fil dans l'histoire. Et notre rôle à nous, de gens qui réfléchissent, qui essayent de donner je sais pas, du corps à la notion de république, bah, c'est justement d'intégrer ce qui est de plus positif dans la République et de juger à partir de cela ce qui a été fait qui est négatif. Parce que si vous faites ça, alors vous pouvez faire un fil qui unifie le peuple français. Ouais, mais et c'est ça ce que j'essaye de faire. Ouais. Ça, après, le discours est beau, etc. Mais est-ce qu'au final, pour que ce soit efficient, il ne faut pas commencer peut-être par la chose la plus simple, qui est d'être capable de rediaboliser cette extrême droite qui aujourd'hui s'est totalement normalisée. Et je me dis, c'est là où je vois un échec, c'est je me dis, 5 personnes tuées à Paris en 2022 par des mecs d'extrême droite, des mecs du Rassemblement national qui font des attentats depuis que Marine Le Pen est présidente, donc depuis 2011. Il y a eu au moins 3 ou 4 mecs qui étaient comme Claude Sinquet par exemple, qui était candidat à la mairie de Bayonne, candidat au municipal, qui a incendié la mosquée de Bayonne et tiré sur 2 personnes. Sébastien Dudognon, qui était un ancien secrétaire départemental du Front National de la Jeunesse, qui a essayé de faire des attentats à la bombe. On a eu Logan Nissin, qui a voulu d'ailleurs s'en prendre à Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner, et qui voulait aussi, on l'oublie souvent, faire exploser des synagogues, condamné à 9 ans de prison, qui était un sympathisant Rassemblement National. Avec tous ces cas-là, moi, j'arrive pas à m'expliquer comment on n'a pas réussi médiatiquement, comment on n'a pas réussi à imposer ces thèmes-là, à leur renvoyer dans la tronche en permanence, comme eux le font aujourd'hui avec la gauche autour de l'antisémitisme, autour de toutes sortes de thèmes. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à imposer ces sujets pour dire, regardez, comme le Rassemblement National est dangereux? En fait, tu as tout dit quand tu as dit médiatiquement. Parce que le problème auquel on est confronté de notre côté, c'est que on fait front face à plusieurs choses en même temps. On fait front sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan médiatique aussi. Et sur le plan médiatique, ce que je disais tout à l'heure, les médias ont eu un rôle énorme dans la dédiabolisation du Front National et dans la diabolisation d'un mouvement comme la France Insoumise, y compris en inventant n'importe quoi, en disant qu'on était, je sais pas quoi, antisémite, etc. Et puis en jouant une opposition. Ah, mais le Rassemblement National met des cravates, regardez comme ils sont respectables, tandis que les Insoumis, ils n'ont pas de cravate et ils font du bruit à l'Assemblée nationale. Mon Dieu, c'est horrible, du bruit à l'Assemblée nationale, ça n'avait jamais existé. Et donc, tu vois, il y a un système médiatique qui participe de cette dédiabolisation. Et ça, c'est aussi l'impensé souvent dans la manière dont on a d'essayer de se questionner sur comment on fait pour lutter contre l'extrême droite, le racisme, etc., etc., et comment on fait pour que la gauche prenne du poids et prenne du pouvoir dans la société. Et justement, l'un des impensés, c'est les conditions matérielles
qui permettent la réflexion politique. Et cet impensé, il est assez normal parce que chaque personne a tendance à juger le monde d'après sa propre socialisation et d'après sa propre sociologie, en se disant, bah, comment ça se fait que les autres, ils comprennent pas des trucs qui sont évidents alors que moi, je les ai compris? Bah, parce qu'on n'a pas tous, par exemple, les mêmes modes d'information. Et quand tu as 65 ans ou 70 ans, que tu es dans un petit village de l'Indre, c'est là d'où je suis originaire, que essentiellement tu t'informes par la télévision parce qu'Internet c'est pourri, ça marche pas, ça avance pas, t'en as marre, ça saoule, on n'a pas la fibre, etc. etc. Que tu t'informes essentiellement par la télévision, que tes cercles de socialisation, parce que tu es retraité par exemple, bah, ça va être le club de je sais pas quoi, tricot, pétanque, ce que tu veux, enfin des clubs où il y a d'autres gens qui s'informent aussi par la télévision. Bah, au final, tu as une uniformisation de la vision du monde. Et tout le monde dit, ah, t'as vu ce qui s'est passé à la télé? Oui, j'ai vu, oh, dis donc, quand même, c'est choquant, etc. Et ça t'explique pourquoi petit à petit, les endroits où il y a le plus de votes Rassemblement national, c'est aussi des endroits où il y a le moins d'immigration et où il y a le moins de questions, merci beaucoup, le moins de questions d'immigration qui sont posées ou de différences religieuses ou je ne sais quoi. Et en fait, c'est une peur, une vision du monde qui est construite médiatiquement et qui est actualisée sociologiquement par les discussions et les relations interpersonnelles. Mais Et la pour peur lutter de contre la peur de la gauche, je suis d'accord qu'elle est construite médiatiquement, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi à un moment donné des erreurs qui sont faites? Je pense que là, par exemple, le lancement du nouveau Front Populaire, il y a eu des investitures qui ont beaucoup posé question. Moi, j'étais dans un débat mardi avec une personne d'extrême droite, un macroniste et un abstentionniste. Je peux dire qu'ils m'ont tout de suite renvoyé la nomination de Quatennens, la nomination de Raphaël Arnaud dans la tronche en me disant ah oui, mais regardez qui vous avez dans votre camp, pourquoi vous avez ces gens-là? Est-ce que sur une durée de campagne, particulièrement sur une durée de campagne très courte, c'était pas se tirer une balle dans le pied d'avoir ces nominations-là? Est-ce qu'à un moment donné, des fois, on manque pas de stratégie, justement, en sachant pertinemment qu'on va aller dans une bataille médiatique qui va nous être défavorable? Est-ce que c'était pas des choix qui étaient forcément, à un moment donné, qui allaient forcément se retourner contre nous? Alors, c'est deux questions différentes qui sont posées hein, sur Adrien et sur Raphaël Arnaud. Sur Adrien, Adrien a pris la décision de se retirer et de retirer sa candidature. Donc, je pense que ce sujet est clos, à mon avis. Sur Raphaël Arnaud, c'est quelque chose de différent. Je Qu'est-ce qu'on précise, reproche à que Raphaël c'était Arnaud? Alice Cordier que j'avais en face. Je pense que voilà, tu auras, D'accord. le contexte. Mais, mais qu'est-ce qu'on reproche à Raphaël Arnaud, si ce n'est d'être un antifasciste conséquent? Moi, c'est ça mon sujet. Et ce que tu dis, attention. Elle dit qu'il l'a menacé de lui mettre une balle dans la tête et qu'elle a un Ça m'étonnerait. enregistrement de Euh, ça, je, etc. elle a un enregistrement qu'elle a toujours pas donné alors. Voilà, donc Mais après, je- on en fait ce qu'on veut, et puis Alice Cordier, je lui accorde aucune non confiance mais sur ses sources, non etc. mais, Bien sûr, si elle est d'extrême droite, elle est très violente, mais mais faut tu entendre que vois, sur un regarde, temps court de Raphaël campagne, Arnaud. ça se retourne contre nous, ce genre de discours, qu'on le veuille ou non. Alors bien sûr, mais je vais répondre sur le fond. Je te dis juste un truc sur Raphaël Arnaud. Moi, j'ai une fois entendu un magnifique discours de Raphaël Arnaud qui a aussi participé à ma construction idéologique sur les sujets dont je parlais tout à l'heure, sur la République, la patrie et tout ça. Il faisait un discours sur les Kurdes, je crois. C'était les Kurdes? Ouais, c'était les Kurdes. Et il disait quelque chose, je me souviens plus mot à mot, mais c'était quelque chose comme l'identité nationale kurde, c'est une identité nationale qui prône le partage, etc., etc. Et moi, ça fait partie des choses, évidemment, c'est mes sujets de réflexion. Quand je parle de la République, quand je tape sur les fachos, je parle souvent d'identité nationale et j'utilise à dessein ces mots-là parce que identité nationale, si on va au fond du fond de ce que ça évoque comme mot, nation, c'est le peuple souverain. En France, c'est ça le mot nation. C'est le peuple souverain, c'est-à-dire maître droits politiques. Et c'est la raison pour laquelle le mot nation, normalement, est plutôt un mot qui vient de la gauche et qui a été transformé, qui a été repris par l'extrême droite pour le transformer en quelque chose d'ethnique, etc., etc. Mais le mot nation, il ne veut pas du tout dire ça. Et quand je parle d'identité nationale, en intégrant les questions républicaines et en disant que notre identité nationale est, par exemple, antifasciste, républicaine et antiraciste, bah, c'est une manière d'utiliser cette longue histoire pour faire partie du combat. Mais sur Raphaël Arnaud, voilà, c'était ça que je voulais dire. Par contre, ce que je voulais dire, c'était, ah oui, les polémiques médiatiques que ça peut provoquer. Alors justement, c'est toujours le sujet. C'est, ok, donc, puisque les gens qu'on doit convaincre sont des gens qui regardent beaucoup les médias, puisque les autres qui regardent pas les médias et qui s'informent sur les réseaux sociaux et qui vont à la source de ce qu'on raconte réellement,
sont plutôt d'accord avec nous, généralement. Enfin, les 18-34 ans, je suis halluciné du score dans les sondages, du score qui est promis au nouveau Front Populaire chez les 18-34 ans. Enfin, vraiment, c'est ultra massif, hein. Les gens qui s'informent avec des modes d'information différents des médias traditionnels, ils ont bien saisi la situation, ils ont bien compris ce qu'il fallait faire dimanche prochain, quoi. Donc, on essaye de convaincre des gens qui sont où les médias ont une très forte, les médias traditionnels, je veux dire, ont une très forte importance et influence sur leur manière de penser le monde. Il y a deux stratégies, à mon sens. Soit on considère qu'il faut avoir une stratégie médiatique je sais pas comment dire, d'adoucissement, de gentillesse, de tout ça, tout ça. Et en général, ce que ça mène à faire, c'est à abandonner totalement le programme. Parce qu'on ne sera jamais les gentils. C'est pas possible. Le SMIC a mis 600 euros, ils arrivent et ils disent: oh là là, mon Dieu, ça va ruiner la France, c'est la catastrophe, etc. etc. Le partage de la richesse avec 14 tranches d'impôts pour ceux qui gagnent plus de 1000 payent plus d'impôts et que les autres payent moins. Oh là là, mon Dieu, catastrophe, vous voulez taxer ces pauvres riches qui déjà sont beaucoup taxés. Oh là là, mon Dieu, ils payent 70% de l'impôt sur le revenu à eux tout seuls, les riches. Bah oui, tu m'étonnes, ils payent 70%, ils captent l'intégralité de la richesse de notre pays. Heureusement qu'ils payent plus que ceux qui sont en dessous. Enfin, tout ça est une manière dont les médias, de toute façon, moi en tout cas, je dis ce que je pense, hein. De toute façon, les médias seront contre nous. Si c'est pas Raphaël Arnaud, si c'est pas machin, si c'est pas truc, si c'est pas, ils trouveront quelque chose. Ils trouveront quelque chose pour faire la polémique du jour contre Bidule ou la polémique du jour contre machin, et ils trouveront quelque chose dans le programme. Ils iront chercher. Il n'y a pas un jour dans lequel il n'y a pas une polémique contre la gauche. Donc peu importe ce qu'on fait, de toute façon, il y aura des polémiques contre la gauche. Par contre, si on essaye de rentrer dans le cadre médiatique et de s'y adapter, alors ce qu'on fait petit à petit, c'est: ah, il faut pas dire ça parce que ça choque. Par exemple, combien de fois j'ai entendu quand vous dites la police tue, ça choque tout le monde. Ah bon, mais quelqu'un s'est rendu compte du fait que effectivement, il y avait eu plusieurs personnes qui s'étaient fait tuer par des policiers dans les dernières années. Est-ce qu'on peut parler de ce sujet-là? Quand on le dit autrement que de cette manière-là, personne, ça intéresse personne. C'est comme si on ne pouvait pas en parler. Et tout le monde considère que c'est normal, en fait, que ça arrive. Bah non, c'est pas normal. Dans un État républicain, c'est pas normal. D'ailleurs, quand ça arrive au Venezuela, ça les choque. Donc, voilà, si jamais on n'assume pas ces idées, si jamais on ne défend pas ces idées avec force, avec conviction, et parfois, il faut le dire. Je veux dire, je veux bien qu'on nous dise toutes les erreurs qu'on a faites et tout ça et tout ça. Mais on joue avec, enfin, je sais pas comment, c'est David contre Goliath, quoi. Nous, on est grand comme ça, et face à nous, on a un monstre médiatique ultra puissant avec des gens comme Bolloré, par exemple. Bolloré, mais moi, je comprends même pas les gens qui écoutent ces news en se disant que ce truc est sérieux. Bolloré, c'est quelqu'un qui a exploité pendant des années dans de nombreux pays d'Afrique, justement, les ressources de ces pays d'Afrique. Et qui a ensuite fait une chaîne de télévision pour venir se plaindre de l'immigration qu'il a lui-même provoquée. Mais les gens, connectez les deux idées. Je sais pas, faites quelque chose. Réveillez-vous sur cette idée-là. Parce qu'il y a quand même un sujet, quoi. Le mec, il est en train de vous faire détester des gens que lui-même a provoqués à l'exil. Mais du coup, il y a des gens dans le chat qui disent, les informations. enfin, je pense qu'il y a un écart entre défendre une idée radicale qui peut déranger dans les médias et défendre des faits. Bon, du coup, ils reviennent sur l'affaire Quatennens, mais par exemple des faits qui sont des violences, des choses, des violences intrafamiliales, etc. Personne n'a défendu ça, hein. Adrien inclus n'a jamais dit. L'impression d'une réhabilitation dans un camp qui veut se distinguer de la Macronie, du Rassemblement national sur la lutte contre les violences sexuelles, contre les violences faites aux femmes, contre les violences sexistes, et l'impression de la réhabilitation d'une personne qui a tout à fait le droit d'ailleurs à une réhabilitation dans la vie civile, mais d'en faire un modèle politique, quelqu'un qui va incarner le parti et donc incarner aussi ces luttes-là par la force des choses. Ça, c'est quelque chose qui, de toute façon, même à gauche, pouvait forcément être mal vécu et qui, en plus, médiatiquement, s'est instantanément retourné contre nous puisque tout de suite, le Rassemblement national s'en est emparé. Et là, du coup, à la fois, ça dessert le fond et en plus, c'est donner une arme à nos ennemis, quoi. C'est quelque chose, je redis, c'est quelque chose qui a été tranché par le fait que Adrien a renoncé à sa candidature. Par ailleurs, je reviens sur plusieurs points de la manière dont on conçoit aussi notre manière de concevoir la justice. Adrien est quelqu'un qui a été condamné
qui a été condamné, y compris par notre mouvement, à la fois à partir de son poste de responsable du mouvement et à être exclu de notre groupe parlementaire pendant 4 mois à l'époque, qui a été condamné par la justice. Et l'idée est normalement, quand on est de gauche, que quand quelqu'un a purgé sa peine et quand il a fait sa peine, il puisse y avoir une forme le mot que tu as utilisé, c'est réhabilitation, mais qui est une forme de sortie de cette situation-là. Ça, c'est des idées qu'on défend sur le plan de la justice, par exemple. Donc, tu peux pas d'un côté défendre des idées sur le plan de la justice et ensuite te dire que tu les appliques pas à toi-même. Mais je conçois que la situation particulière et l'exemple, je mets des guillemets, que ça crée, puisse être négatif. Et d'ailleurs, ça a été des discussions qu'on a eues un plein de camarades en disant ah, mais il s'est passé ci, il s'est passé ça, etc. Donc, c'est des discussions qui ont beaucoup marqué notre camp politique. Mais je reviens sur le Rassemblement national. Eux, ils investissent un type qui a dit retourne en Afrique à Carlos Martins Bilongo. Oui, non, mais on est Ça d'accord, m'a on est suivi. d'accord. Ah, Ils investissent un attends. homme qui est Oui, accusé de crimes contre oui, l'humanité par la Ligue des oui, droits de ils l'ont l'homme. mis. On Le mec est qui est d'accord responsable, le mec de 100% que c'est Frontex. bien pire de leur Oui, oui, côté. oui. On est d'accord. Donc Mais je je te pense que dis, de notre côté, il je faut dis pas juste. qu'on s'enlève quand même. Ouais, mais non, mais je dis juste ceci, et je le dis aux camarades. Moi, j'ai pas le chat, donc je vois pas les commentaires. Mhm. Mais je dis juste ceci. Ce que nous essayons de faire, nous, c'est de trouver l'équilibre entre l'ensemble de nos principes, les principes sur la justice, les principes sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et je dis quand même un truc. Personne chez nous n'a dit c'est pas grave, je ne sais quoi, hein. Mhm. Personne, Adrien inclus, n'a pas dit c'est pas grave, etc. Non, justement, on a essayé de traiter, nous, la question d'une manière qui soit une manière de gauche de traiter la question. Et je signale que nous, on a agi sur ce sujet-là. Alors, on peut dire que c'était pas bien, que c'était pas bien fait, etc., qu'on a commis des erreurs. Tout ça, je suis parfaitement capable de l'entendre. Mais si vous regardez ce qu'ont fait les autres sur ces questions-là, bah nous, au moins, on a essayé de faire quelque chose et on peut dire qu'on a fait les choses de manière imparfaite, etc. Et ces critiques-là, elles ont du sens. Néanmoins, je dis qu'on a essayé de faire quelque chose en tâtonnant, en étant confronté à une situation nouvelle qui mettait en contradiction plusieurs principes dont j'ai parlé à l'instant. Je considère que le départ d'Adrien de sa circonscription, pour moi, clôt le Mhm. sujet. Et clôt, ce débat-là est le clos d'une manière qui, normalement, doit mettre à peu près tout le monde d'accord. Je pense que le Mais départ, bon, en tout cas le fait qu'il soit plus dans cette campagne, ça a quand même rassuré beaucoup de gens. Je sais que dans les milieux féministes, c'était quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui témoignent là sur le chat de bien ça. sûr, Et c'était quelque chose bien sûr, bien sûr. qui était mal vécu. Mais Non, mais bien est-ce que sûr, ça pose mais pas je le conçois. la question d'une certaine verticalité à gauche finalement dans les décisions et le fait qu'une une vraie gauche, peut-être que la gauche pour vraiment s'accomplir, bah, dans le choix aussi des candidats sur des élections à différents niveaux, que ce soit même des élections municipales ou des élections législatives comme aujourd'hui. Bon là, on avait vraiment clairement pas le temps. Mais dans un monde idéal, est-ce qu'il ne faudrait pas justement un système plus horizontal avec justement les Alors votants, ça, où les votants aient plus de place, plus la possibilité ouais. d'exprimer des désaccords, des choses comme ça? Parce qu'il y a énormément de gens qui votent qui ont voté la France Insoumise, qui ont voté Mélenchon sur plusieurs élections, qui ne sont pas forcément encartés à LFI, mais qui ont finalement aussi fait campagne sur les réseaux sociaux, qui ont énormément soutenu les candidatures de gauche. Et ces gens-là, je pense que sur l'affaire Quatennens, si ça a autant crispé, c'est qu'ils ont eu la sensation de ne pas être du tout entendus, en ayant l'impression d'avoir beaucoup fait le travail aussi à leur manière pour donner de la force à cette gauche politique. Et est-ce que justement, comment est-ce qu'on pourrait créer de l'horizontalité, quelque chose qui fasse que ces différentes gauches se rencontrent et que quand il y a quelque chose qui soit dit, ce soit entendu? Alors, je comprends le sujet. Il y a plusieurs questions dans la question, parce qu'il y a la question des candidats, il y a la question de la remontée d'informations, etc., etc. Sur la question des candidats, je signale quand même que là, effectivement, on a globalement, allez, je sais pas combien, 95% des cas, pardon, j'ai une petite araignée qui a lancé une attaque. Donc, dans la majeure partie des cas, on a reconduit des candidats et des candidates qui étaient chauds pour repartir et qui voulaient y aller, avec quelques exceptions notables dans certains endroits. Mais dans la phase précédente, il y a eu aussi une phase de sélection des candidats qui était sur la base de, un, les gens qui étaient prêts à être candidats, et deux, les militants choisissaient dans circonscription par circonscription et faisaient remonter à notre comité électoral les candidatures qui étaient les candidatures préférées des gens localement.
Dire qu'il n'y a pas eu de démocratie locale dans la désignation des candidats, c'est une idée qui est un peu éloignée de ce qui s'est produit en 2022, même si en 2022, il y avait peut-être moins de gens qui s'intéressaient à la manière dont on désignait nos candidats à la France Insoumise. Donc, ça, c'est sur cette partie-là. Après, la France Insoumise, on essaye de faire un truc nouveau. Et pareil, on tâtonne, on essaye de trouver les bonnes formules. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans la France insoumise originaires des anciens partis, où en gros la démocratie consistait à faire des motions différentes, portées par des personnes différentes, et du coup les questions de personnes recoupaient des questions idéologiques à l'intérieur du parti. Et nous, c'est pas le système qu'on a voulu avoir parce qu'on a constaté que ce système avait tendance à dresser un peu des gens les uns contre les autres et à créer des inimitiés qui ensuite perdurent à l'intérieur des partis politiques en créant des fractures qui sont ensuite difficiles à combler. Avec la France Insoumise, on a essayé d'adopter une autre méthode. Alors, on peut concevoir qu'elle n'est pas parfaite et tout ça. Ça, j'ai pas de souci sur le sujet. Mais faut pas non plus mépriser ce qu'on essaye de faire. Comment ça s'est passé la dernière fois qu'on a eu comment ça s'appelle les assemblées représentatives, c'est ça? La dernière fois qu'on a eu une assemblée, c'est qu'il y a deux systèmes, assemblée représentative et convention, donc je mélange un peu les deux. La dernière fois qu'on a eu notre assemblée représentative, on a, on pro- l'équipe d'animation du mouvement sortante propose un texte à l'ensemble du mouvement. Il est envoyé dans l'ensemble des groupes d'action, c'est-à-dire les structures de base du mouvement pour être débattu. Ces groupes d'action ont des responsables de groupes d'action qui se réunissent au niveau départemental pour discuter du texte au niveau départemental et faire les remontées qui ont été faites groupe d'action par groupe d'action. Et ensuite, par département, il y a une personne tirée au sort qui participe à la réunion et qui a pour fonction d'aller dans l'échelon national pour porter ce qui a été dit dans le département et amender le texte de cette manière-là. Ensuite, le texte est réamendé dans cette assemblée représentative qui est au niveau national et il est proposé au vote de l'ensemble des adhérents de la France Insoumise, enfin des adhérents, des gens qui sont signataires de la France Insoumise et qui veulent participer au vote. Bah, je sais pas, je trouve ça pas mal. C'est un La début, c'est dernière fois, sûr. par exemple, Mm. tu vois, la dernière fois, par exemple, dans le texte qu'on avait proposé avec l'équipe d'animation du mouvement, il n'y avait pas la question médiatique. Et moi, j'ai été hyper surpris et hyper heureux que la principale remontée des groupes d'action en local, c'était la question médiatique, la question de la progression de l'extrême droite. Vraiment, ça, c'est un truc qui a été remonté de manière massive et qui a été évidemment intégré au texte ensuite. Bah, Et je vous trouve gardez que ça. pardon, j'ai failli me casser la gueule de ma chaise. Est-ce que vous Ah, avez Copain. une oreille aussi pour des gens qui sont pas adhérents à la France Insoumise, mais qui en ont été quand même des soutiens très forts dans la société civile? Je pense à justement au mouvement féministe, au mouvement antiraciste, au mouvement LGBT, qui sont des mouvements qui portent quand même à chaque élection la voix, à l'époque insoumise, aujourd'hui la voix du Front Populaire, en tout cas la voix de la candidature majoritaire à gauche, qui essaye toujours de la défendre, qui essaye de produire une mobilisation de personnes qui sont pas forcément politisées et que vous pourriez pas forcément atteindre. Et quand ces gens-là, ils ont quelque chose à faire remonter, c'est peut-être là où il y avait eu un couac sur l'affaire Quatennens. Comment est-ce que ces gens-là, vous les écoutez, comment est-ce que vous les entendez et comment est-ce que vous percevez que parfois, voilà, il semble y avoir aussi des dissensions, quoi. Ouais, bah ça, on écoute et c'est pas très difficile parce qu'en général, c'est posé sur l'espace public, donc c'est pas très difficile à entendre. C'est des débats qui sont dans la société et qui sont posés de cette manière-là, de manière publique. Moi, j'aime bien, hein, je vais être parfaitement honnête. Je fais pas partie des gens qui disent on doit laver notre linge sale en famille, etc. Bien sûr qu'il y a des fois des propos, des problèmes qui peuvent se régler dans la discussion entre camarades. Mais quand c'est des discussions politiques d'ampleur, moi j'aime bien que ça soit fait sur la sphère publique parce qu'au final ça permet à chacun d'avoir des idées et de se positionner. Mais c'est vrai aussi à l'intérieur de la France insoumise. Il peut y avoir des stratégies ou des manières de concevoir les choses qui sont un peu différentes. Là en ce moment c'est le cas. Il y a plusieurs personnes qui avancent des propositions, des idées, etc. Ça pose le débat sur la sphère publique. Bon, je préférerais qu'il n'ait pas lieu pendant les élections, parce que pendant les élections, moi j'ai tendance à me dire qu'il faut qu'on marche tous dans la même direction, parce que justement on s'est mis d'accord sur un programme. Et moi, encore une fois, ce qui m'intéresse à la fin, c'est le programme, c'est regarder ce qu'il y a au fond du fond des textes. Mais je préférerais qu'on avance toujours dans la même direction quand il y a des moments d'élection. Mais après, il me semble que c'est indispensable qu'il y ait des débats dans la sphère publique, justement pour poser les questions là que tu m'as posées, sur Mhm. comment on fait pour lutter contre l'extrême droite, comment on fait pour faire reculer le sexisme, comment on fait pour lutter contre le patriarcat. Enfin, c'est des
c'est des débats qui sont, moi je trouve, qui sont sains et qui permettent d'épurer des situations, y compris sur le plan idéologique, et de s'assurer du fait qu'on est en train de se rassembler sur une manière commune de concevoir le monde et concevoir nos modes d'action. Et les débats politiques qui existent dans la société, ils transforment les gens. Ça aussi, c'est une partie qu'on a tendance à oublier dans l'effet du débat démocratique. Mais c'est quand tu entres dans un débat, tu peux avoir des opinions très arrêtées et être sûr que tu as raison. Et ensuite, à mesure que le débat se fait dans la sphère publique et que voilà, tu entends des arguments différents, etc., bah, te dire que, ah tiens, j'avais pas vu les choses comme ça, c'est vrai ça. Et parfois, tu as même des arguments qui font mouche, des trucs où on te dit, ah ben, je sais pas quoi, j'ai pas d'exemple à donner. Mais on te dit, tiens, ça, c'est un argument, tu vas voir. Et tu dis, ah punaise, ouah, j'avais jamais vu, et je repense toute la question dans l'autre sens. Moi, j'aime bien que ça puisse avoir lieu. Et quand tu dis comment fait la France insoumise pour les entendre, bah, en réalité, on est traversé des débats. Enfin, je veux dire, la France insoumise, c'est un mouvement qui rassemble hyper largement. Il y a des gens qui viennent. Moi, par exemple, je commence à être un vieux dans la France insoumise. J'ai 34 ans. Les jeunes gens qui arrivent pour militer pour la France insoumise, ils ont la moitié de mon âge. Mm. La moitié de mon âge. Je me sens vieux des fois. Et par ailleurs, bah, il y en a aussi qui ont le double. Dont Jean-Luc. Non, Jean-Luc, il n'a pas tout à fait le double. Tiens, je Et sais du pas. coup, moi je trouve Quoi? que c'est assez sain en vrai, des dissensions politiques, surtout quand on a un mouvement de gauche, c'est aussi le Ouais, signe d'une vitalité politique. Et ouais, c'est aussi mais. comme ça qu'on crée de la démocratie, c'est par le consensus, la Ouais, capacité d'écoute. Et je trouve que justement ces partis monolithiques où il n'y a aucune voix qui dépasse et rien qui dépasse, c'est des choses que je trouve bien plus inquiétantes. Que justement, c'est vrai que parfois c'est un peu le bordel à gauche, mais je trouve que c'est, là je suis d'accord avec toi ouais, quand mais même sur ça, que regarde. c'est quand même un bordel sain. Regarde les insoumis, parce que honnêtement, on nous dit oui, blabli, blabla, il n'y a pas de démocratie interne à la France insoumise. J'ai donné, parfois c'est aussi beaucoup de méconnaissance hein, de nos organes, nos manières de nous organiser, etc. Et en fait, quand les gens s'intéressent un peu à comment ça se passe et participent effectivement au mode de fonctionnement de la France insoumise, il y a beaucoup de gens qui partent d'un a priori assez négatif et qui se disent bon, c'est pas parfait, mais finalement ça me va et je comprends ce qu'ils essayent de faire et tout ça. Et peut-être que c'est aussi de notre fait à nous. On n'explique pas, on a tendance à peut-être pas donner le détail du mode de fonctionnement parce qu'on se dit, il y a plein de gens, en fait, ça les saoule. Enfin, très honnêtement, il y a plein de gens, ils viennent pas pour ça, ils viennent pour être utiles, pour agir, ils sont d'accord avec le programme. Après, l'organisation concrète du mouvement, c'est pas leur sujet. Eux, ce qu'ils veulent, c'est agir et être efficace tout de suite. Donc, faut pas mépriser ça non plus parce qu'il y a souvent une forme de mépris aussi des anciens militants qui viennent des organisations où le débat à l'intérieur du mouvement et tout est quelque chose de très important. Et il peut y avoir une forme un peu de mépris des fois pour ceux qui veulent, je mets des guillemets, juste faire des porte-à-porte. Et je mets des gros guillemets à juste faire des porte-à-porte parce que moi, de mon côté, j'ai tendance aussi à préférer aller faire des porte-à-porte que d'être dans des longs débats entre nous où finalement on est tourné vers nous-mêmes et où on ne convainc pas la société. Mais j'ai toujours trouvé que c'était sain. Et si tu regardes la France insoumise, bah, on dit il n'y a pas de démocratie, mais en même temps, il y a plein de gens qui peuvent exprimer des opinions différentes et être à l'intérieur de la France insoumise. Et on peut aller dans le fond du sujet, parce que j'imagine que la question doit être posée dans le chat, même si je vois pas le chat. Donc, il y a eu des questions sur les candidatures et le non-renouvellement de certains députés sortants sur leur candidature. Oui, il y a des questions sur ça. Honnêtement, il y a des questions sur ça, bah tant mieux. Mm. Honnêtement, je crois qu'on est le seul mouvement à qui on reprocherait de ne pas investir. Il ne s'agit pas de virer les gens de notre mouvement, il s'agit de ne pas investir des gens candidats qui ont de toute façon annoncé qu'ils allaient nous quitter. Enfin, c'est quand même un peu lunaire, quoi. Il y a des militants politiques qui sont des militants associatifs, etc., qui sont des super candidatures. De l'autre côté, on a des gens qui passent leur temps à dire qu'ils vont quitter la France insoumise juste après les élections européennes et que c'est un mouvement qui n'est pas démocratique, pas bien, pas machin, pas, etc. Nous, on décide de ne pas les investir, c'est un problème. Enfin, vraiment, allez regarder les macronistes pas réinvestis la dernière fois, hein. Vous avez une palanquée de macronistes pas réinvestis. Là, il y a un macroniste, par exemple, qui n'a pas été réinvesti pour son vote sur la loi immigration, qui était un vote contre. Tout le monde s'en fout. C'est Mm. pas un sujet. Tout le monde s'en fout. Le gars, il n'est pas réinvesti parce qu'il n'a pas voté la loi immigration. C'est-à-dire, on est en train d'affronter l'extrême droite. On a face à nous des fachos. Et quelle est la décision du mouvement macroniste? Ne pas réinvestir un type parce qu'il a voté contre la loi immigration. Enfin,
C'est lunaire, hein. Mais d'ailleurs, moi j'ai l'impression que Nous, cette on n'est pas à ce pseudo-purge, niveau-là. cette pseudo-purge, elle n'a pas été si mal vécue. Enfin, en tout cas, moi, de mon milieu militant dans lequel j'évolue, Ça dépend. j'ai l'impression que En les fait, gens, ça ils dépend. étaient pas choqués, quoi. Ils étaient là en mode, franchement, les gars qui veulent garder leur place éternellement et qui ne justifient pas vraiment. Enfin, on n'avait pas l'impression d'avoir des gens qui avaient été à la tête et à l'avant-garde des luttes et qui étaient bien plus occupés justement à des chamailleries pour le coup de clochers, voire même de placements politiques, même carrément de politique politicienne 100%, qu'à d'avoir des gens qui avaient été justement des fers de lance des luttes sociales, quoi. En fait, ça dépend vraiment totalement du milieu social. Et je vais même aller plus loin. Je pense que c'est plus encore un critère d'âge. Mm. Mais ça, je le base sur une expérience personnelle des différentes personnes qui m'ont donné des avis différents. Et je constate une des principaux éléments, c'est le critère d'âge. Non pas tant parce que ça serait une question d'âge pur, mais parce que derrière l'âge, il y a des expériences militantes qui existent. Et ceux qui ont fait la longue marche, on va appeler ça comme ça, qui sont là depuis longtemps, qui ont fait la lutte contre le référendum en 2005, puis la création du parti de gauche en 2008, pardon, puis la création du Front de gauche, puis la création de la France insoumise, puis la création de l'Union populaire, puis la NUPES, puis. Ceux qui ont cette longue expérience, ils connaissent les responsables politiques qui sont dans cette configuration-là depuis longtemps et ils ont une vision parfois qui est peut-être un peu idéalisée de comment ça s'est produit et comment ça a tourné ensuite. Et puis par ailleurs, il y a de l'autre côté les jeunes qui comprennent ce qui s'est passé et qui sont d'accord et raccord avec ça. Et encore une fois, je le dis, mais on nous a fait des polémiques sur ce thème-là, mais la France Insoumise est le seul et unique mouvement à qui on va décider à sa place de ses investitures, hein. Personne va aller poser la question à qui que ce soit en disant que c'est des questions. Personne même regarde en fait. C'est même pas un sujet. Ils vont même pas Ouais, regarder ouais. qui est investi, qui est pas réinvesti, etc. Tout le monde T'as s'en fout. littéralement, Il y a que nous. t'as Il y a littéralement que nous que ça. Gilles Bourdoulex au Rassemblement National, qui est un mec qui a dit Hitler n'en a pas tué assez en parlant des voyageurs. Et ça ne dérange personne. Ou Fabrice Légéry qui a investi alors qu'il est accusé de complicité de crimes contre l'humanité quand il dirigeait Mais Frontex. C'est fou, c'est fou. Là, ça ne choque personne. Lui, il a été élu député européen, mais il est candidat aussi aux législatives. Ah oui, non, pardon, Légéry. il est député européen Ouais. et ce sera Monsieur Sécurité de Bardella si jamais Bardella passe au pouvoir. C'est avec lui qu'il va faire sa politique migratoire. Bah Il l'a alors, annoncé en interview. Bah, bon courage, parce que Leggeri, c'est le gars qui est responsable de la mort de 5000 personnes en Méditerranée. Donc, c'est le gars qui gérait Frontex, effectivement, pendant C'est ça. des années. Et par ailleurs, regardez, même du point de vue du Rassemblement national, si jamais vous essayez de vous mettre dans la tête d'un gros facho qui veut pas qu'il y ait d'immigration, blablabla, et qu'il faut être plus dur, blablabla, etc. Mais Leggeri, c'est le gars qui était aux commandes. Là, le gars qui était responsable de Frontex, c'était lui qui était aux commandes. Donc, ils sont même pas capables de juger du point de vue de leur propre politique qui est stupide. Les gens qui ont commis des crimes, enfin je ne sais pas comment appeler ça autrement, mais laisser des gens mourir en Méditerranée, c'est un crime. Les gens meurent et il y a des responsables politiques qui sont en poste. Et tu as raison de dire qu'il a une plainte contre lui pour crime contre l'humanité. Parce que ça, tout le monde s'en fout, c'est pas un sujet. Non, il n'y a que les insoumis, on va regarder en détail ce qu'ils font. Mais je veux pas non plus biaiser. C'est normal, vous savez quoi. Et moi, comme dit Jean-Luc, on n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Eh ben ouais, c'est comme ça. La France insoumise est devenue, année après année, combat politique après combat politique, que ce soit dans les élections, ou que ce soit dans la rue, ou que ce soit dans d'autres formes de lutte sociale et numérique d'ailleurs aussi, parce que c'est souvent quelque chose qu'on oublie, mais sur le plan numérique, la France insoumise aussi est une force politique, et le monde numérique n'est pas différent du monde matériel, hein. C'est juste que c'est un monde matériel qui n'est pas palpable, mais il passe aussi par des éléments matériels. Et année après année, on est devenu et on a commencé et continué à incarner pour des millions de gens une forme de résistance idéologique, intellectuelle, morale, politique, de force sur laquelle on peut s'appuyer. Et je sais que c'est aussi la raison pour laquelle on est souvent jugé durement. Jugé durement à la fois par ceux qui ne supportent pas le monde qu'on propose et le changement de monde qu'on propose pour mettre de nouvelles valeurs en avant que celles qui président à l'heure actuelle à l'organisation de la société, mais aussi jugé durement par nos propres camarades ou les gens qui gravitent autour de notre mouvement. Parce que comme on est
cette force et ce rocher d'une certaine manière quand il y a des tempêtes, bah, ça dit aussi qu'il y a beaucoup d'exigences vis-à-vis de nous. Et vous savez quoi? Moi, je trouve que c'est très sain, en fait, parce que ça nous oblige à être toujours meilleurs. Et le fait qu'il y ait des exigences, des critiques, des remarques, des manières de dire ah là, vous n'avez pas été bon, vous n'avez pas été parfait, etc., etc. Moi, je ne les prends pas négativement. Alors évidemment, ça fait jamais plaisir quand vous êtes là, passer la journée à faire ah là là, punaise, de 7 h du matin jusqu'à minuit, et puis tu recommences le lendemain parce que c'est la campagne et qu'on est là tous en train d'essayer de vider la mer avec nos mains et de creuser des montagnes avec nos doigts. Évidemment, ça fait pas plaisir quand il y a des gens qui sont là en train de dire ah bah vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous auriez pas dû, nani nanan. Ça donne... Tu vois, tu as envie qu'il y ait plutôt des gens qui disent allez, on va y arriver au combat, courage, etc. Et en fait, il y en a plein qui font ça, donc heureusement, ça équilibre. Mais en même temps, je le regarde jamais négativement. Et moi, j'essaye de répondre à chaque fois quand il y a des critiques qui me sont faites là. J'ai eu une critique encore d'une militante de ma circonscription parce que je suis allé soutenir Sabrina Ali Ben Ali justement à Montreuil. Elle me dit ah bah non, bah moi je suis pas d'accord avec toi parce que je suis plutôt d'accord avec Alexis Corbière, etc. Donc, j'essaye de répondre sur le fond comme je l'ai fait là. Moi je biaise pas, je préfère affronter les sujets de manière frontale et donner aux gens les arguments comme ça après ils se font leur propre opinion. Parce que si jamais tu fuis le débat et tu dis non on n'en parle pas, on se bouche les oreilles, on se bouche les yeux, etc. Personne n'a des arguments pour pouvoir réfléchir, se poser des questions. Tiens, pourquoi ils ont pris cette décision-là? Qu'est-ce qui fait que Antoine Léaumont, il dit ça, il pense ça, etc. Bah non, faut débattre. Mais justement, cette exigence, je la prends avec beaucoup de fierté. Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de nous et que les gens, ils s'attendent de nous qu'on soit parfait. Alors évidemment, c'est impossible d'atteindre la perfection, on est des êtres humains. Donc par nature, on est imparfait et perfectible. Et c'est justement ce qui est magnifique dans l'humanité, c'est qu'on est perfectible et qu'on peut toujours faire mieux, comme dirait le vieux. Mais cette exigence-là, je la prends avec beaucoup de respect et beaucoup d'humilité parce que elle dit de nous que, aux yeux de beaucoup de gens, on est un espoir, on est une attente et dans ce genre de moment, ah, putain merde, dans ce genre de moment politique, je suis désolé, mais dans ce genre de moment politique, je sais que il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à une peur. Et notre rôle à nous, c'est d'être à la hauteur des attentes des gens sur ce sujet-là et de ne pas les décevoir et d'être la force politique qui justement incarne cette possibilité d'être d'un futur et juste d'un futur. Parce que pour plein de gens, c'est ça qui est posé dans l'élection législative. Et moi, je pense à tous mes compatriotes qui n'ont pas ma couleur de peau, qui ont une religion qui est sans cesse méprisée, humiliée. Et je leur dis, vous pouvez compter sur nous parce que on sait, pardon, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Non, pas de On souci. sait, on sait on sait qu'il y a cette attente-là et on essaye d'être à la hauteur de l'histoire à chaque instant. Donc je le prends avec ouais, d'humilité, de respect, parce que je sais qu'il y a ces attentes-là qui pèsent sur nous et qui pèsent sur nous d'autant plus que face à nous, c'est l'inverse de ce qu'on est nous, de ce qu'on propose nous, que face à nous, c'est nos ennemis mortels en réalité. Et quand je dis mortels, c'est au sens littéral du terme, parce que pour certaines personnes, ça veut dire perdre la vie. Et c'est ça aussi qui est jamais dit, hein. Mais si les fachos gagnent, la violence verbale qui existe déjà, et la violence physique qui existe déjà, elles vont être décuplées, elles vont être d'une violence sans nom. Et moi, c'est ça dont j'ai peur pour mon pays. J'ai pas envie qu'il y ait des compatriotes qui se fassent tuer en raison de leur couleur de peau, de leur religion, de leur orientation sexuelle ou de je ne sais quoi. C'est pas la France quand c'est ça. Et du coup, je reviens à ce que je disais, mais l'exigence de perfection qui est attendue de nous, je le dis, elle est impossible à atteindre. C'est pas possible. Ce que je dis, on est des êtres humains, on est imparfait, on est perfectible, et on essaye de vider un idéal politique, philosophique et moral. Et évidemment qu'on ne l'atteint pas, puisque atteindre la perfection, c'est impossible. Mais je l'entends comme ce qu'il est, c'est-à-dire comme cette attente vis-à-vis de nous, qui est une attente où c'est une question de vie ou de mort qui est posée pour des dizaines, des centaines, des milliers de nos compatriotes. Et je veux leur dire et vous dire si vous m'écoutez à cet instant et que vous ressentez au plus profond de que vous êtes justement les choses que je suis en train de dire. Je veux vous dire que vous pouvez compter sur nous parce qu'on va pas lâcher. Bah, merci beaucoup d'avoir dit tout ça. Le chat est complètement en soutien avec toi et je trouve que ça montre la sincérité du combat. Ça, c'est une belle chose. C'est pas de la posture politique, c'est pas du carriérisme, c'est une vraie envie de faire ce qu'il faut faire et d'être à la hauteur d'une époque qui malheureusement bascule dans le pire.
Et ça, honnêtement, moi j'ai travaillé pendant des années en infiltration dans des mouvements d'extrême droite violents, où j'ai vu les armes. J'ai vu les armes de ces gens qui se préparent à la guerre civile, qui sont racistes, qui sont brutaux. Et je trouve que c'est très rassurant en fait de se dire qu'il y a une vraie écoute aujourd'hui dans au moins un bord politique, celui du Front Populaire, sur ces questions-là, une vraie compréhension de la gravité de la situation, quoi. Je peux dire un dernier truc? Parfaitement, bien sûr. Le pendant de ce que je viens de dire, c'est aussi que nous, vis-à-vis des gens qui nous soutiennent et qui comprennent ce qu'on essaye d'incarner dans l'histoire, je crois que le pendant, c'est aussi parfois de nous faire confiance. Enfin, je veux dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous font confiance, mais justement, quand il y a des situations où vous vous dites, ah merde, ils auraient pas dû faire ça, euh, essayez d'avoir comme réflexe d'avoir un premier questionnement sur, ok, ils auraient pas dû faire ça, c'est mon idée de prime abord, mais essayez de comprendre pourquoi on fait ci ou pourquoi on fait ça. Essayez de se mettre de notre point de vue à nous, mouvement politique, la France Insoumise, et de ne pas partir d'abord de votre réflexion à vous. Elle est indispensable et elle est extrêmement utile, je viens de dire pourquoi. Mais aussi vous demander quel est le point de réflexion mouvement la France Insoumise et quelle peut être la raison pour laquelle c'est quelque chose qui est posé. La période que nous allons, vers laquelle nous allons, quel que soit le résultat de l'élection législative, c'est un moment historique de la vie de notre pays. Et je vous ai dit qu'on était dans une pente fasciste. Donc, l'enjeu, c'est de redresser la pente et d'empêcher la pente fasciste d'arriver à son terme, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. L'enjeu, il est là, il est matériel par le vote dans les 2 semaines qui viennent. Mais même si on gagne, et le plus probable est qu'il n'y ait en réalité pas de majorité dans l'ensemble des enquêtes d'opinion, c'est plutôt ça qui sort. Quelle que soit la situation, que ce soit les fascistes qui gagnent, que ce soit nous, que ce soit pas de majorité à l'Assemblée nationale, nous allons au-devant d'événements politiques qui sont des événements majeurs et qui de toute façon vont impliquer l'implication de chacun et de chacune d'entre nous. Les événements qui arrivent juste après l'élection législative doivent être pensés et réfléchis à l'avance, pas au moment où on va y arriver en se disant ah bah merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est dans cette situation? Non, il faut envisager l'ensemble des situations. J'en finirai là-dessus et j'invite d'ailleurs celles et ceux qui veulent creuser un petit peu la réflexion et aller plus loin à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, je sais plus comment on l'a appelée. Mais j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, ça dure 37 minutes, c'est un peu long. Mais je suis un peu rentré dans ça, dans le détail de ce qui va arriver dans les moments à venir. Je vous donne juste 2 éléments pour vous laisser des éléments de réflexion avant de partir, parce qu'on va devoir y aller. Mais les 2 éléments, c'est juste après l'élection législative, il y a les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est accueillir des dizaines de milliers de gens sur notre territoire national. C'est des enjeux qui sont posés en termes de sécurité qui sont majeurs. C'est le départ 15 jours avant cet événement, le départ en tout cas, c'est quasi sûr, du ministre de l'Intérieur qui s'est préparé à exercer le pouvoir dans le moment où il y aurait ces Jeux Olympiques. C'est des événements qui ont lieu pour partie juste à côté de l'Assemblée nationale. Et pour tout vous dire, l'Assemblée nationale devait être fermée à partir du 15 juillet en raison des Jeux Olympiques. Donc il va y avoir un sujet purement matériel de l'exercice du pouvoir et de la réunion de l'Assemblée nationale, parce que juste à côté, il y a la place de la Concorde qui est occupée par des événements olympiques, et donc beaucoup de monde autour de cet endroit-là. Donc il y a des éléments très concrets. Et la Constitution de la Ve République contient à l'intérieur un problème majeur qui est l'article 16 et le potentiel déclenchement des pleins pouvoirs. Alors je ne veux pas crier au loup, je ne veux pas donner l'impression que ni faire peur ni je ne sais quoi. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que chacun ait bien conscience de ce vers quoi on va et des possibilités en germe dans la période Tu historique actuelle. l'envisages, Parce que toi? jusqu'à présent, C'est ah quelque mais chose que tu complètement, mais envisages. enfin, Hmm. enfin, il y a Emmanuel Macron qui est là au pouvoir, qui fait n'importe quoi depuis le début. Il y a un article dans la Constitution qui dit qu'il peut avoir les pleins pouvoirs en cas de circonstances exceptionnelles. Qu'est-ce qu'on va être d'autre que dans des circonstances exceptionnelles après le 7 juillet? Hmm. On va être dans des circonstances exceptionnelles. Donc, c'est une possibilité. Je ne dis pas que ça va arriver. J'essaye pas de faire peur aux gens. Je dis aux gens, regardez cet article de la Constitution, article 16, et
regardez ce qui s'est produit dans l'histoire, le général de Gaulle qu'il a utilisé, à quel moment, quelles étaient les conditions qui ont été réunies, comment on est sorti de cette période-là. Parce que pour ne pas commettre d'erreurs dans des moments actuels et dans le futur, il faut avoir une bonne connaissance de ce qui s'est passé dans le passé. C'est pour ça que moi, je renvoie toujours à des événements qui sont des événements historiques, parce que ça fait monter le niveau de connaissance politique globale sur ah ouais, tiens, il s'est passé ça, j'avais pas vu ça. Et souvent, quand on regarde dans l'histoire, on a tendance à concevoir les individus comme des statues, c'est-à-dire comme des gens qui sont à un endroit et ils peuvent pas bouger parce qu'ils sont pris dans un fil historique qui est tellement, qui les écrase tellement, qui les écrabouille, qu'en fait l'histoire était écrite à l'avance et que on ne pouvait pas faire différemment parce que de toute façon, bah il y a De Gaulle, il y a Pétain, il y a des individus comme ça qui sont pris dans des événements historiques comme s'ils pouvaient rien faire. Mais non, c'est l'inverse, les amis. C'est justement les choix individuels qui ont. Alors bien sûr, il y a des événements historiques et il y a des événements sociologiques qui sont surplombants, mais les choix individuels, la place que vous, individu, vous prenez dans l'histoire, eh bien cette place-là, elle peut avoir un impact qui est un impact considérable. Et si chaque individu prend sa part et prend sa place dans l'histoire de notre pays et dans le moment politique qu'on est en train de vivre, alors, avec nos petites mains, là, tous ensemble, on est capable de renverser des montagnes et de basculer, de faire des bascules historiques. Ce qui se produit en France n'est pas très différent de ce qui s'est produit dans beaucoup de pays européens. Une montée de l'extrême droite, une montée du racisme, l'alliance d'une droite dite républicaine, alors ils ne sont pas toujours républicains dans les autres pays, mais de l'alliance d'une droite, on va dire, conservatrice et libérale sur le plan économique, avec une extrême droite qui est conservatrice et qui est raciste et xénophobe. Ça s'est produit dans plein de pays européens. Et justement, ce qu'on tient en France, c'est la possibilité de faire différemment des autres pays européens. Soit on fait comme les autres, et voilà, on s'inscrit dans le processus historique actuel, qui est une victoire des extrêmes droites et des droites un peu partout dans l'Europe, soit on choisit d'ouvrir une autre voie. Et avec nos petites mains, là, le peuple français, on est à un tournant de notre histoire. Est-ce qu'on fait comme les autres, ou est-ce qu'on ouvre une voie nouvelle qui sera un espoir pour non seulement les peuples d'Europe, mais aussi pour les peuples du monde? Parce que la France, c'est un pays qui est bien particulier. C'est le pays des droits de l'homme et du citoyen. Et aux yeux du monde, c'est toujours vu comme le pays des droits de l'homme et du citoyen. Et quand il se passe quelque chose, Jean-Luc, une fois, avait dit un truc, j'avais retenu la formule. Il avait dit, c'était en 2012, ça date, il avait dit, il faut faire le changement qu'attend toute l'Europe de son volcan français. Et j'avais adoré cette formule, le volcan français. Parce que c'est vrai qu'on est un volcan. On est là, et tu sens qu'à tout moment, ça peut exploser. Les volcans, ça fait ça explose. Eh bien, les amis, soyons le volcan de la victoire de la gauche les 30 juin et 7 juillet. Et je pense qu'on aura fait œuvre utile non seulement pour notre peuple, mais aussi pour la terre entière. Merci beaucoup Antoine Léaumont. Alors je rappelle, tu es candidat aux élections législatives dans la 10e circonscription de l'Essonne pour le nouveau Front Populaire. Un énorme merci pour ce passage, pour la sincérité de l'échange aussi. Ce genre de rencontre, je trouve que c'est hyper important aussi. On rencontre nos représentants politiques un peu hors du carcan habituel des médias et c'est vraiment très gentil d'être venu échanger ici. On n'est pas un gros stream et avoir eu cet échange, et c'était super. Volontiers, je reviens pour avoir la discussion encore et encore plus en profondeur si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Moi, j'aime beaucoup ce type d'exercice. Parce que ça permet justement d'entrer dans le détail. Je n'ai pas pu voir le chat, mais j'imagine que ça fait du débat, ça provoque du débat. Bah, c'est tant mieux, c'est fait pour. Et je me dis que c'est aussi ce genre de moment. Là, j'ai certitude absolue que ce que je disais tout à l'heure sur il y a plein de gens qui n'avaient pas vu les choses comme ça, etc. Je dis pas sur tous les sujets, hein, mais sur certains sujets, peut-être il y a des gens qui se sont dit ah tiens, c'est intéressant ce qu'il raconte, lui, j'avais pas vu ça comme ça. Et moi, si j'arrive à faire ça, bah, je trouve que j'ai fait quelque chose d'utile aujourd'hui pour ceux qui étaient avec nous. Bah, je pense que ça aura convaincu plein de gens. Merci beaucoup Antoine. Je vais raccrocher le Discord, mais voilà, vraiment super. Et tu reviens quand tu veux. Je pense que le chat sera ravi. Les gens sont très très contents de cet échange. Un énorme merci et puis bonne chance pour dimanche.